avec la ville de Givors, bien sûr, on veut faire un écosystème de santé de nouvelle génération qui veut être innovant non seulement au niveau de la métropole, mais au niveau national. On a cette ambition forte avec vous et pour vous, et je pense qu'on va pouvoir atteindre cet objectif, cette ambition audacieuse. Voilà, et on veut la partager avec vous, et l'apport de chacun est important. Ce matin, on avait un rendez-vous avec Unibio, on avait le président directeur général qui était présent, qui est très à l'écoute de ce projet. Et qui se rendent compte, oui, que là, on leur demande aussi de franchir un pas supplémentaire, de se projeter pour, dans les 4 ou 5 ans, vous voyez les évolutions qu'il y a eu seulement les 2 dernières années à cause de la crise sanitaire, la pratique de la médecine a un peu bouleversé, celle des patients aussi, et par exemple l'apport de la télémédecine qui est téléconsultation, qui était quelque chose d'assez futuriste, aujourd'hui est une réalité tangible, et on aimerait que Givors soit précurseur. Donc on veut imaginer tout cet écosystème. Et je rappelle que le tiers-lieu, c'est où les déambulations actives, la 6e façade, c'est un lieu d'interface comme l'est la rue. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une rue animée, une rue où il se passe plein de choses et qui soit un cœur battant. Et ça n'empêchera pas que chacun ira dans ses appartements, dans son bureau, avec des espaces de très grande qualité, de très grande fonctionnalité. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, c'est vrai qu'on est à la 3e étape, là. On va passer presque de l'étape esquisse à une étape de pré-avant-projet. C'est-à-dire que là, on va définir l'organisation. Aujourd'hui, soyons clairs, la volumétrie n'est pas encore figée, parce que la volumétrie, elle va dépendre beaucoup aussi de la définition de vos espaces, à vous. Chaque médecin, chaque infirmière, chaque orthophoniste, etc. Chaque va en parler. C'est le contenu. Et puis, on va après affiner le contenant, et on va tenir les objectifs qu'on s'est fixés, qualitatifs et quantitatifs et économiques aussi, parce qu'il faudra aussi après parler des relations qu'on a, nous, propriétaires bailleurs, et vous, locataires occupants, mais dans un souci de services optimisés. Parce que la partie pour nous immatérielle est beaucoup, même sinon plus importante que la partie matérielle. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir 2 ateliers, oui. Un atelier donc avec la MSP, parce que spécifique d'environ 55 minutes. Pareil ici, tiers-lieu, et après ce qui importe pour nous, c'est qu'il y a une restitution collective des 2 groupes, avec non pas ni les maîtres d'œuvre, ni les maîtres d'ouvrage qui répètent, mais vous en tant que maître d'usage. Et s'il faut, on désignera des personnes pour faire la restitution, comme on fait d'habitude. Non, il y aura des volontaires, bien sûr. Je pense à Céline qui va être encore volontaire aujourd'hui. Ou Guylaine qui va l'être. Donc, il n'y a pas de souci. Un des points, est-ce que, vous n'êtes peut-être pas très nombreux, est-ce qu'au moins un des professionnels de la VSP peut rester au niveau de l'atelier tiers-lieu? C'est important qu'on ait ce lien. Pour nous, c'est un tout. Oui, on a le laboratoire, oui, on a la MSP, mais on a aussi cet esprit collectif et des interfaces comme Livy qui pourra nous accompagner, de la radiologie, de la cardiologie et autre chose. Il y a un point, Thierry est là et je le remercie. Il est possible qu'il y ait une dimension médecine du travail de la ville qui vienne en temps partagé. Et on aimerait aussi que cet équipement soit en lien avec d'autres MSP pour apporter des spécialités qu'on n'avait pas en consultation hebdomadaire ou autre. Et pourquoi pas vous puissiez faire de la télémédecine, parce que c'est pas dit. Voilà, on veut un écosystème qui offre des possibilités. Ah bah parfait. Donc c'est très bien. Notamment avec les infirmiers libéraux. Il y a un projet en ce moment avec la sécurité sociale. On est en train de faire une étude et on fait déjà des téléconsultations avec les infirmiers à domicile depuis la crise surtout. Et la Sécu là, est en train d'étudier et de promouvoir ça en contactant les infirmiers libéraux, entre autres. Donc voilà, on a beaucoup avancé sur la télémédecine en libéral. Alors là, il faut qu'après qu'on ait les équipements ad hoc pour le patient, pour le professionnel, et on aura besoin de travailler avec vous. Donc, alors, si un des professionnels peut être dans ce groupe, ça sera parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On va... En fait, Dana et Claire m'ont informé qu'ils auraient un petit quart d'heure de retard, donc maintenant 5 minutes de retard. Donc je pense qu'on peut commencer à installer les ateliers le temps qu'ils arrivent. Oui, très bien. J'en profite juste pour remercier les personnes qui ont... Merci. J'en profite juste pour remercier les personnes qui ont joué le jeu là, des scénarios. J'ai reçu quelques fiches, donc c'est intéressant. On va en profiter à l'atelier aussi. On les mettra sur la table pour en parler. Et on va partager ça avec Danaïka. Puisqu'on faisait les tours de table, je vous présentais tout à l'heure Thierry Saunier. Donc c'est la personne qui est arrivée et qui s'est assise là-bas discrètement dans le fond, avec qui je suis associé sur ce projet.
Il y a Tiffany aussi qui est arrivée de Santé. Ah, pardon. Alors, et puis on ne présente pas Dalila, qui sont, elles, nous ne serions pas là. Notre adjointe santé. Santé, économie et commerce. Voilà, le temps qu'ils arrivent, parce que du coup, l'atelier va vraiment se dérouler autour d'Anna Ecker, donc je vous propose qu'on mette en place les deux ateliers. Oui, alors, à moins qu'on projette l'organisation dans le temps, on peut mettre un diaporama ou pas? On peut, de l'organisation de... Non, mais simplement l'organisation générale pour que les gens s'y retrouvent par rapport aux les plans de niveau ou pas? On peut, oui, Ah. Je peux les afficher, oui, sans problème. Alors, je les ai même en papier. par contre, oui, mon ordinateur est connecté. Tu les mets normalement, je dois... Voilà. C'est pas ce qu'on voulait montrer forcément. Vous avez reçu? Non. Vous n'avez pas reçu? Voilà. Simplement, c'est du point... Je vais projeter du point de vue du maître d'ouvrage, sachant que notre équipe de maîtrise d'œuvre va animer après les ateliers. Donc j'espère que ça va marcher. Voilà. Alors, chacun... Alors oui, c'est vrai que nous avons de nouveaux participants. Nous sommes partis d'un bâtiment existant qui faisait 770 mètres carrés, sur lequel il aurait peut-être été simple, à notre avis non, de mettre un ascenseur et puis basta, chacun se mettait à son niveau, on refaisait un petit peu de peinture et on aurait appelé ça une maison de santé. C'est ce qui se fait malheureusement dans beaucoup de cas. Et nous, ce qu'on a donc imaginé avec Eau-Santé, avec nos partenaires, maintenant avec Dana Ecker, bien sûr avec une équipe de maîtrise d'œuvre, c'est d'imaginer une 6e façade. Donc je rappelle qu'il y a les 5 façades usuelles qui sont les murs et le toit. Et c'est ce volume qui vient en plus donc le long du Gier et de la confluence avec le Rhône, qui convoit un espace magnifié, qui va nous permettre d'organiser le tiers-lieu. Donc pour faire simple, dans ces volumes, le vert, c'est Unibio qui est sur 2 niveaux. Et vous verrez, les choses vont évoluer, y compris une réunion de travail sur l'entrée, etc. On est là pour travailler avec vous. Les volumes rouges, c'est la MSP, rappelons, avec un étage complet, plus le pôle infirmier qui se trouve donc dans l'entrée principale du centre. Et tous les espaces jaunes sont les espaces qu'on peut appeler de déambulation active, mais qu'on peut appeler tiers-lieux, qui vont être des lieux à la fois d'échange avec le public. Rappelons que c'est 2 types de public, les patients, les aidants. Et ensuite, on a des types de publics, les praticiens et les apprenants, dans lequel on aimerait qu'ils aient un univers plutôt favorable. Et puis on aimerait qu'il y ait une économie, Yann a pensé en parler, une économie de la santé solidaire, avec pourquoi pas des doctorants-chercheurs, des porteurs de projets autour de la santé, qui pourront trouver un lieu dédié sur des espaces de coworking. Et on espère bien sûr maintenant concrétiser la présence de Livy sur place, donc à double titre. Et on a la possibilité, mais avec l'exigence que la collectivité souhaite dans la partie grise, accueillir un pôle petite enfance, une crèche, un pôle d'information jeunesse, si c'est bien ça, et de pouvoir peut-être disposer de surface, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui, 250-300 mètres carrés, pour accueillir d'autres activités complémentaires. Donc pour nous, c'est bien un écosystème global. Et ce qui sera intéressant, c'est que le patient givordin ou non givordin, parce qu'on est à une échelle de 50 000 habitants, pourra trouver en ce lieu à la fois vos pratiques, mais aussi de l'information, et on espère mobiliser la CAF, la CPAM, sur des actions de prévention. Donc, bien sûr, et on va partir des usages, on a dit maître d'usage, il faut qu'on donne du contenu à ce pôle de santé, et il faut qu'on lui donne une enveloppe. Alors, donc si je poursuis, excusez-moi, problème de souris, pourtant ça devrait... Il ne veut pas. Donc, alors, le REDRU, il est organisé avec un SAS. On est en train d'évoluer sur le fait qu'on risque d'avoir... Enfin, avec le laboratoire Unibio, on va avoir une double entrée, parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas. Donc l'idée, c'est d'avoir une entrée ici qui pourra avoir un accès direct au labo, et ensuite, soit par l'ascenseur, donc on monte d'un demi-niveau,
Cet espace, on le considère comme un emmarchement, une sorte d'amphithéâtre sur lequel on va travailler, et Yann en parlera. Ensuite, ici, on a le pôle infirmier avec son rangement, ses sanitaires. Là, on a un premier espace de tiers-lieu, un peu, excuse-moi, un espace grotte, un peu, dans lequel des activités seront à faire avec un sanitaire spécifique. On aura une commande. L'idée que l'on a entendu vos propos en disant oui, on voudrait que les patients soient filtrés, etc. Donc nous, l'idée, on est en bas. Alors, soit on a son code parce que Doctolib, etc. nous le donne et on peut accéder à l'ascenseur, sinon non. Hein, c'est-à-dire qu'on a un portier, c'est comme vous allez arriver dans votre immeuble et vous allez demander tel médecin, etc. avec un truc défilant. Alors ça peut être la secrétaire quand elle est là, ou l'assistante, ou le secrétaire, ça peut exister, le faire, ou vous, comme dans un appartement, en termes défilants, ou sinon ils ont leur code. Et l'idée, c'est d'avoir un filtre, c'est-à-dire qu'on évite que seuls les gens habilités et crédibilisés rentrent. Donc l'idée, c'est, on est dans cet espace qui est un peu une agora, hein, la rue très ouverte, la placette, et ensuite l'ascenseur commande différents niveaux. Donc autant là, tous ces espaces sont grand public, là, on est sur le niveau bas. C'est d'où l'idée que, malheureusement, Unibio est OK, travailler sur 2 niveaux, mais il nous impose d'avoir l'entrée et puis d'avoir un éclairement plus important. Ici, sous l'escalier, entre guillemets, ou c'est la partie, on aura la possibilité aussi d'avoir un tiers-lieu, c'est-à-dire un espace. Est-ce que ce sera un espace de convivialité pour les professionnels? Est-ce que ce sera l'atelier cuisine? On n'en sait rien pour l'instant. On va travailler, et c'est l'objet d'un travail d'atelier de tiers-lieu, mais on dispose d'un espace qui fait une trentaine de mètres carrés en tout, qui aura sa fonction. Alors, est-ce que c'est la convention convivialité de tous les professionnels de santé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un espace polyvalent? On verra. En tout cas, il ne rentre pas, pour rassurer la MSP, il ne rentre pas dans les surfaces de la MSP. La MSP aura ses surfaces propres, ses parties collectives propres, hein, et comme on l'a dit depuis le départ, on ne déroge pas à cette règle. Donc ensuite, on a le 2e niveau, parce que le labo fonctionne sur 2 niveaux. Alors des rez-de-chaussée bas encore. Voilà. Ici, donc, par l'ascenseur, alors je le fais simple, on rentre d'un côté à l'ascenseur et il dessert un certain nombre de niveaux, il y a 3 niveaux ici, et on sort de l'autre côté pour desservir des niveaux parce qu'ils sont décalés d'un demi-niveau à peu près. Hein. Donc on a un ascenseur traversant, hein, qui nous permet d'accéder à absolument tous les niveaux. Et c'est un ascenseur confortable, hein. Il fait 1,40 m d'ouverture, 1,80 m de profond. Si vous avez un photocopieur à monter, il pourra monter. Si vous avez un brancard à monter, il fera. C'est vraiment plutôt un ascenseur de type centre commercial que l'ascenseur dans lequel fermé. Alors, ensuite, on a un niveau de l'entresol qui sera spécifique aux professionnels. C'est l'espace... alors, c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai demandé à Émilie et à Thierry de nous faire un espace vestiaire, mais vous n'en avez pas besoin. Par contre, on aurait donc 2 sanitaires, 2 WC, hein, homme-femme si vous le souhaitez, une douche, parce que ça nous paraît important. Vous voulez aller faire votre footing ou professionnellement vous avez besoin, etc. Vous aurez votre douche. On a 68 mètres carrés là à peu près, et puis on aura un local, les locaux personnels de la MSP, avec la partie, on n'aura plus de machine à café et de kitchenette, mais on sera plutôt sous un espace, sur un espace plutôt ouvert comme nos séjours, hein, c'est-à-dire un espace où on peut à la fois prendre le café, on peut manger, etc., et on peut faire des réunions, hein, c'est le séjour, beau séjour qu'on a chez soi. Et on aurait donc une circulation, et de l'autre côté, on imagine, et Daneker va nous en parler, parce que c'est vrai que Yann en a parlé, moi j'en parle du côté professionnel, on a trouvé une convergence et une concurrence dans nos 2 activités. Ils vont nous permettre de booster. Grosso modo, ils avaient de l'avance sur ce qu'on avait imaginé, mais on avait à peu près imaginé les mêmes choses. Eux, l'intérêt, c'est qu'ils l'ont expérimenté, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on se rend compte qu'eux, qui ont 270 mètres carrés, nous, on les a largement dans là. Et on a en plus une MSP, on a en plus un laboratoire, et on est en plus au centre de Givors. Donc on va être capable de décupler cette partie-là. Et donc l'idée sur le tiers-lieu numéro 5, qu'on risque d'agrandir, c'est d'avoir à la fois un espace de coworking, de 4 postes de travail, hein, c'est lié à la santé, hein, par contre, hein, qui viennent. On peut faire de la télémédecine, pourquoi pas ici, hein, à voir comment on l'arrange. Il y aura un bureau fermé parce qu'on aura probablement peut-être l'animateur du contrat local de santé, des gens de la CAS qui pourront venir, une assistante sociale qui vient, etc. Bureau polyvalent, qui sera donc dans cette partie purement professionnelle. Et à l'étage supérieur, là,
qui est le morceau de bravoure. On nous a dit, bah, vous ne savez pas pousser les murs. Si, on sait pousser les murs. Alors, ça embête un peu nos architectes et en termes de structure. Mais on a réussi le tour de force quand même, non seulement de mettre tous les professionnels, de mettre des médecins avec des bureaux rectangulaires, s'il vous plaît, ou presque carrés. Donc, il y a des bureaux de 19 mètres carrés 92, qui n'est pas 20 mètres carrés, mais on fera une petite remise de loyer. À 26 mètres carrés, celui-là, il va payer plein pot. Et qui sont regroupés autour du bureau des internes. Donc, je pense que ça correspond à vos attentes. On a fait, sur l'insistance des orthophonistes, non, je taquine, un pôle spécifique avec leur attente propre. Et faites confiance à Yann, il va vous faire un espace d'attente à tomber par terre. Les gens viendront même sans rendez-vous que pour voir l'espace d'attente, de même que chez les médecins et l'orthophoniste, parce que ça sera douillet, etc. On a après un autre pôle de développement où là on a bien sûr la stérilisation, vous verrez qui est importante en surface. Hein. On a le local ménage, stockage que vous aurez spécifique. On a un vrai bloc sanitaire avec PMR, etc. Et on a 3 bureaux dans lesquels vous pourrez trouver des équipiers, sage-femme, kiné, et on va y arriver à trouver une sage-femme ou un sage-homme, s'il n'y a pas de sage-femme, pour trouver. Et vous serez autonome, là, et donc il y aura un contrôle d'accès, et vous aurez une grande liberté. On est bien d'accord, la MSP, donc c'est cette partie-là, plus la partie d'en bas. Aujourd'hui, par exemple, là, vous êtes à 424 mètres carrés que sur le niveau du haut, sans le tiers-lieu. Et globalement, la MSP fait 565 mètres carrés, 554 mètres carrés, parce qu'elle est articulée en fait sur 3 niveaux. Hein. Le niveau bas pour les infirmières, l'entresol et donc l'étage courant. Très rapidement, puisque André et Julia sont arrivés, voilà la coupe, parce que c'est vrai qu'on a quelque chose d'important. Je suggère simplement cette volumétrie. Les architectes en parleront. C'est un premier jet. Il est là pour être critiqué. Preuve en est, ce matin, on l'a déjà déconstruit. Par exemple, il est clair qu'on a vendu une 6e façade ouverte, donc ce mur aveugle n'a pas lieu d'exister. On envisagerait plutôt ce qui serait logique d'ailleurs avec le porche, d'avoir une double entrée ici et là. Et on voit le pôle, la MSP, qui vient en attique et en débord venir couronner le bâtiment. L'architecture n'est pas réglée, hein. Thierry et Émilie vous en parleront, et Yann aussi. C'est simplement une maquette d'étude pour l'instant, mais qui montre des intentions qui vont être travaillées pour dans 15 jours. Voilà, et puis je montre une autre vue, s'il veut bien. Voilà, donc 2 vues latérales. Et l'idée par rapport à ça, c'est comme une pâte à modeler, quoi. Il faut qu'on travaille. Unibio, par exemple, nous a demandé de retravailler cette façade ouest pour l'éclairement de la partie basse, de même que la partie sud. Dans cette vue, et bon, sous couvert, parce qu'on n'a pas échangé encore avec Thierry, moi j'ai découvert les images ce matin, naturellement, on perçoit presque une entrée, là, quand on le voit comme ça, surtout que c'est la rue Victor Hugo. Donc ça nous paraît, et c'est bien votre rôle de maîtrise d'usage, hein, et de maîtrise d'ouvrage, de dire aux architectes, écoutez, naturellement, on aurait envie de rentrer, hein, par cet espace sous porche. En tout cas, c'est ce qu'on va, non pas suggérer, mais aujourd'hui, soyons clairs, imposer, parce que en termes d'usage, ça nous paraît important. Et puis, on voit qu'on a à retravailler sur l'éclairement et autres. Et l'idée, par exemple, c'est que cette façade que l'on voit ici, là, ce qu'on a vendu, cette façade rideau, elle risque de descendre, bien sûr, jusqu'en bas, pour faire un espace ouvert. Pour nous, il est inconcevable d'avoir un mur aveugle sur la façade sud et sur la partie quai. Mais c'est un travail d'usage, un travail bien sûr maîtrise d'œuvre sur lequel on va aboutir, et ça dépend bien beaucoup des ateliers. Vous allez retravailler sur votre maison de santé, sur les bureaux, sur l'éclairement de la façade, sur les profondeurs, de même que sur les tiers-lieux. Donc voilà ce travail que l'on va produire avec vous. Je pense que ce serait plus à Madame Alali de se prononcer sur le sujet, là, parce que la prise en compte du CLS au travers du tiers-lieu de santé, aujourd'hui, on en est à un niveau d'embryon. Hein. On n'a pas beaucoup avancé sur le sujet. Il y a Stéphane qui est ici présent, là, qui s'emparera du dossier dans les prochaines semaines. Nous, les interrogations, elles portent plus sur la question du tiers-lieu. Hein. C'est comment l'animer, comment le faire vivre. Hein. Aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a d'un côté la MSP, le labo, qui ont des objectifs qui sont simples, hein, d'une certaine manière, se loger le mieux possible.
sur la question du tiers-lieu, il y a encore beaucoup de choses à construire. Donc effectivement, l'expérience stéphanoise là, qui a été évoquée au début de la réunion peut peut-être venir alimenter cette réflexion qui est en cours, parce que bon, on se pose la question du portage, se pose la question de... Alors, on a quelques pistes, j'en ai encore évoqué une cette semaine sur la médecine préventive. Est-ce que ce serait là, est-ce que ce serait dans d'autres locaux? Certes, il y a beaucoup de choses à faire en matière de santé sur Givors, mais il y a tout à inventer. Donc on part... voilà. On part motivé. Il y a aussi un besoin de validation politique. Là, je me tourne vers Mme Lalli, mais il y a un vrai sujet quand même sur le portage, sur la part que va prendre la commune sur ce projet de tiers-lieu. Il nous faut des arbitrages là-dessus. Mais pour avoir des arbitrages, il faut être précis. Donc voilà. Avant de passer la parole, et en même temps, il faut rappeler qu'on est en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations. C'est une première pour eux. Ils nous accompagnent à la fois en études et puis en investissement. Ils sont très attentifs. Et puis je vais laisser le soin à Daïla, parce qu'il y a un relais maintenant au niveau de la métropole. Alors effectivement, on est aux prémices, on va dire, du montage du poste d'animateur, on va dire, parce que c'est de ça dont on parle. Pour pouvoir faire vivre ce tiers-lieu de santé, il va bien falloir quelqu'un qui le coordonne en relation avec le coordinateur de la maison pluriprofessionnelle. Ce travail-là, il commence à être mené avec des attaches prises auprès de la métropole. On a aussi vu qu'on pourrait solliciter très certainement une quote-part sur la région, peut-être, c'est pas sûr, et également sur l'ARS et la CEPAM qui, eux, sont susceptibles de pouvoir participer sur l'aspect préventif du soin, en fait, en gros. Donc on en est effectivement aux prémices et on y travaille et puis on sait qu'on a effectivement toute la volonté du monde à pouvoir faire en sorte que cela aboutisse et puis ça aboutira, j'ai envie de dire. Alors, on va doper l'équipe d'un nouveau partenaire et de 2 personnes de grande qualité humaine et professionnelle qui rentrent à 200% dans notre esprit. Et je vais leur laisser la parole. Et moi, j'aimerais vous rassurer. On va au bout. On ira au bout. Il n'y a pas de problème. André, Julia, peut-être Julia. Les deux. C'est un duo d'équipe. Bonjour à tous. Merci Marc pour cette introduction. On est vraiment ravis de rejoindre cette aventure qui est vraiment stimulante. Et effectivement, on fera tout pour mettre notre énergie dans ce projet et faire en sorte qu'il aboutisse effectivement. Donc, je me présente, Julia Gutefin, je suis la co-directrice de l'association d'Anna Ecker, je suis également docteur en droit. Bonjour à toutes et tous. C'est André Simonet, co-directeur de l'association d'Anna Ecker. Et puis on va peut-être vous faire une petite présentation rapide de l'association d'Anna Ecker, et puis de toute façon, on va entrer en lien individuel avec chacun de vous toutes et tous. Est-ce qu'on peut... Pardon. Rapidement, pour vous présenter l'association d'Anna Ecker, on est une association qui existe depuis 2012, et nous, on travaille principalement sur les mutations des relations humaines dans la santé. Qu'est-ce qui se passe quand la relation soignant-patient-aidant s'humanise ou se déshumanise? Et la relation soignant-soignant et soignant-direction. Et qu'est-ce qui se passe quand elle se déshumanise? Les impacts sur les soignants, perte du sens du métier, dépression, suicide, reconversion, sur les patients, acceptabilité du traitement, on voit un petit peu aujourd'hui, réorientation vers des médecines très alternatives, très parallèles, reconsultation, reimagerie médicale, reanalyse, et du coup tout ça a des impacts sur le champ de la santé publique et de l'économie de la santé. Donc on a mené des premières investigations dans une douzaine de pays. Il n'y a pas tout à fait le point sur le visio, mais on est allé donc à la rencontre d'acteurs de la santé, ceux qui sont dans la formation, doyens, profs, étudiants, en médecine, sciences infirmières, sages-femmes, ceux qui sont dans l'organisation, ministère, syndicat, ordre des médecins, et ceux qui pratiquent médecins, infirmiers, sages-femmes, public, privé, ville, campagne. Dans 12 pays, on est resté 3-4 mois par pays, donc France, Afghanistan, Inde, Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine, Chili, Cuba, Belgique, Émirats Arabes Unis, Liban, et il y a la Suisse, pas les oublier. Donc de là, on a pu vraiment documenter des initiatives qui étaient intéressantes sur place, des recherches qui ont été montées sur place et qui travaillent sur le champ de la relation soignant-patient dans l'organisation, la pratique et la formation. Donc on a mené ces investigations de 2012 à 2018. En 2018, on s'est donc installé à Saint-Étienne, où on mène 3 grandes actions. La première, plutôt universitaire. On travaille avec la chaire Santé Territoire de Clermont-Ferrand, l'UJM et Lyon 1. On a une thèse qui démarre là sur l'attractivité de la Loire pour les professionnels de santé. Mais
Ce qui est intéressant, c'est comment les faire venir, les faire rester, et surtout quel niveau de coopération concurrence on a avec les territoires limitrophes. Donc ça va être une thèse en sciences de management et anthropologie de la santé. Deuxième gros axe de travail avec lequel on... ne connaît pas quelqu'un d'équivalent qui vienne sur Givor après. Ça peut se trouver. Voilà. On a les universités pour, les chaires. Deuxième axe sur lequel on va être amené à évoquer aussi avec vous potentiel travail par la suite pour le développer sur le territoire, c'est sur la thématique des aidants. On travaille à co-construire un territoire aidant aux aidants sur le département de la Loire, concrètement à coordonner tous les acteurs de l'aidance et à dessiner des parcours. À l'heure actuelle, si vous êtes aidant, vous êtes plutôt dans l'errance que dans le parcours, on va dire ça comme ça. Si vous êtes le département ou la ville, vous ne savez pas qui fait quoi comment, et si vous êtes une autre asso, vous ne savez pas qui fait quoi comment, donc il y a beaucoup de doublons, perte d'argent, d'épuisement des équipes, les aidants qui sont égarés, les professionnels de santé, pharmaciens aussi notamment, qui ne savent pas où orienter, les médecins généralistes non plus, les infirmiers non plus. Et du coup, après, les financeurs, ils ont un petit peu de mal à avoir une vision d'ensemble sur le département. Donc nous, notre rôle, c'est pas de remplacer chaque action par pathologie, c'est très siloté. Alzheimer, les contre le cancer, sclérose en plaques, une AFAM, santé mentale, voilà, on a tout décliné par pathologie, toutes les structures. On a réuni depuis 2 ans tout le monde autour de la table et on a construit ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'échelle un peu méta pour coordonner tout ça. De là, on s'est dit, ce serait important d'ouvrir ce qu'on va appeler l'escale des aidants, qui a une sorte de rôle de guichet unique pour orienter les aidants vers chaque dispositif de manière personnalisée. Donc il y aura une assistante sociale, il va y avoir des permanences de l'ensemble des associations du territoire, de la ville et du département. Et en parallèle, avec toutes les structures, on va co-construire le territoire pour les aidants, donc définir des thématiques annuelles. Par exemple, l'année 1, les aidants mineurs, qui sont bien à l'ombre aujourd'hui. L'année 2, les aidants dans le monde rural. L'année 3, les aidants dans le monde de l'entreprise, et ainsi de suite. Comme ça, tous ensemble, on va pouvoir essayer de répondre à une question et une problématique. Donc voilà, c'est vraiment des enjeux de co-construction, c'est un petit peu de la stratégie territoriale en santé, et potentiellement, ça pourrait être intéressant de commencer à réfléchir sur le territoire ici, sur la thématique des aidants, qui sont bien assez nombreux, et malheureusement bien assez en errance pour... voilà. En sachant que le système de santé réduisant les temps d'hospitalisation et appuyant le domicile, on s'appuie plus sur les aidants, le statut a beaucoup évolué ces dernières années, ce qui fait qu'on est une sorte de flou pour les professionnels et les aidants sur les droits, les accès, les dispositifs. Et voilà, l'idée, c'est plutôt de travailler à clarifier ça pour l'ensemble des acteurs et à se coordonner. Donc, potentiellement, peut-être que sur le territoire, la question des aidants pourrait monter. La troisième grande action sur laquelle on travaille, c'est sur le réseau Loire des jardins de santé. Des jardins de santé, c'est des jardins qui sont dans les établissements de santé. Sur la Loire, on en a identifié une dizaine qu'on a fédéré autour d'un réseau. Il y en a au CHU au pôle psy, en pédopsychiatrie à Montbrison, en addicto dans le nord de la Loire, une maison de répit Chaumont-Feugerolles, un peu plus dans le sud de la Loire. Donc voilà, il y a une belle diversité d'acteurs et de bénéficiaires. Et l'idée pour nous, c'est que ces jardins, on n'y fait pas pousser des plantes médicinales et thérapeutiques, mais par contre, c'est des espaces, temps, où il y a de la relation soignant-patient, les soignants et les patients jardinent ensemble, ce qui permet du coup de créer de l'alliance thérapeutique entre les soignants et les patients et les aidants. C'est plus sympa quand... Voilà, papy, ça fait 6 mois qu'il est dans sa chambre à l'EHPAD, j'ai 12 ans, je vais le voir 2 heures dans la chambre, c'est pas le meilleur moment de l'année, je pense. Par contre, si papy, il a fait des cabanes à oiseaux, il a les moutons, il peut jardiner et que j'ai 12 ans, je vais revenir plus facilement. Et c'est pareil pour les familles en centre psy, c'est pareil pour les familles en addicto, c'est pareil pour les familles en maison de répit. Et en fin de compte, ça permet de lutter contre l'isolement pour les résidents et patients, ça permet de travailler sur le sens du métier, lutter contre la déshumanisation du sens du métier pour les professionnels de santé, et ça a plein d'impacts économiques positifs pour l'établissement. Si on peut fidéliser les professionnels de santé parce qu'on fait attention à leur QVT, qualité de vie au travail, via le sens du métier, dans l'établissement, grâce au jardin, peut-être qu'ils vont rester plus longtemps, peut-être qu'ils vont venir plus facilement, peut-être que ça fera des économies en temps et en intérimaire, peut-être qu'on pourra avoir un plan d'établissement sur 5 ans du coup. De même sur la gestion des déchets, on a un EHPAD, ils sont 80 résidents, c'est entre 200 et 400 kg de déchets alimentaires par semaine, fois 3 repas, je vous laisse calculer. C'est 10-12 000 euros par an qui partent à la poubelle. Et ça, maintenant, on peut le réorienter parce qu'on envoie chez les poules et après dans le jardin. Et on peut réorienter ça en médiation sur d'autres objets. Et le jardin, c'est une belle boîte à outils parce qu'on peut bricoler, travailler sur la saisonnalité, faire sport-alimentation, santé-alimentation, santé-sport. On peut réinsérer les personnes, s'ils aiment jardiner, en addicto, notamment vers les jardins d'insertion après. Donc en fait, le jardin, c'est un outil plus qu'autre chose. On aurait pu utiliser la radio, par exemple. On est allé en Argentine, on est allé à la Colifata, la première radio au monde émise et animée 100% par les patients en psychiatrie. Ça a les mêmes objectifs, mais c'est juste un outil. Du coup, l'objectif
quand on a la possibilité de développer un tiers-lieu, et c'est une vraie chance, c'est qu'on peut y mettre des outils pour des usages. Là, vous avez... André, si tu permets, Oui. nous, on aura mieux qu'un jardin, on va avoir un parc qui s'appelle le parc des Confluences, où il y a une placée de Giata, ça va parler à 2-3. Et l'idée, c'est que ce pôle de santé soit relié à cet espace qui sera assez unique, où il y aura de l'art, des gens d'art, etc., et des jardins, et qui sera ouvert. Parfait. Voilà, donc on a une ouverture sur la ville, à la fois sur la ville physique et sur la ville paysagée, qui nous paraît important. Parfait. Ça permettra de faire du lien, donc on a matière à travailler. Il y a matière. Mais ça, c'est un autre projet. Je le découvre. Et Dalila, ils ont compris le message. D'autant plus que voilà, l'ensemble des actions qu'on mène, elles sont toujours documentées par des chercheurs et étudiants-chercheurs en management de la santé, économie de la santé, anthropologie de la santé, géographie de la santé. Voilà, on a mobilisé pas mal de chaires. L'objectif, c'est de tout documenter les impacts, monter des nouveaux indicateurs et les mettre dans la boucle de l'organisation après, en réunissant l'ensemble des acteurs. Ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est du pratico-pratique en réalité. Maintenant, quand on a la chance de pouvoir monter un tiers-lieu, il se trouve que l'Open Care Lab, on va avoir les clés en novembre. Donc en fin novembre, on va pouvoir ouvrir aux partenaires pour faire les visites et les premiers ateliers. Et janvier-février, on va pouvoir ouvrir au public. Janvier-février 2022. Voilà, est-ce qu'on rentre un petit peu plus dans les détails de... Après, non, je pense que là, la présentation, pour moi, elle est relativement claire. Ensuite, je propose qu'on passe aux ateliers. Et vous découvrirez le Labo Lab tout à l'heure, c'est après le premier atelier. Si je peux me permettre... Atelier repas, bien sûr. Si je peux me permettre, on va tous vous appeler individuellement. On va peut-être au niveau organisation proposer un doodle où on va s'organiser pour trouver des créneaux pour que ça embête le moins possible, de 15-20 minutes, et on vous posera quelques questions sur vos usages, vos attentes, ce que vous pouvez vous projeter, et on va pouvoir du coup par la suite mixer les attentes de chacun et vous orienter vers des propositions de dispositifs qui vous permettront de répondre à différents ingrédients. Si vous voulez travailler santé mentale, alimentation et démocratie sanitaire, il y a plein de possibilités de dispositifs à monter, il y a plein d'outils. Ça peut être une radio, une cuisine, un jardin, ça peut être juste une salle. Enfin, il y a... Après, de traduire en usage et en espace, ce sera plus simple une fois qu'on aura l'ensemble des ingrédients que vous souhaitez. Donc c'est pour ça qu'on va... Du coup, vous allez tous recevoir un mail collectif, peut-être avec un doodle qu'on vous invitera à remplir, et on pourra vous appeler du coup 15-20 minutes individuellement chacun. On va vous faire une brève présentation. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de vous donner des perspectives, des idées d'objets avec des ingrédients que vous pouvez mobiliser, sûrement d'autres ingrédients que vous aurez en fonction des usages que vous souhaitez développer avec votre patientèle ou avec votre population. Concrètement, dans l'Open Care Lab aujourd'hui, nous, notre volonté était de réunir le monde associatif, le monde universitaire, le monde institutionnel et le monde de la santé. Donc on a développé, on a utilisé les espaces qu'on avait au sein du tiers-lieu, avec au rez-de-chaussée l'escale des aidants, où il y aura du coup une plateforme, une grande salle de réunion pour mener des ateliers et accueillir l'ensemble des aidants de la Loire, avec un bureau plus intime avec l'assistante sociale, et un bureau pour la permanence associative. Et toujours au rez-de-chaussée, dans cette pièce ici, on va avoir ce qu'on appelle un Media Care Lab. C'est une salle où on va pouvoir faire la promotion de toutes les innovations sociales, toutes les actions en santé du territoire, avec un studio photo et vidéo et un banc de montage. On a décidé, nous, de faire la promotion aussi des belles actions et de pouvoir accueillir les aidants. Donc au rez-de-chaussée, on s'est articulé, voilà, escale des aidants, accès PMR et un Media Care Lab. Ensuite, à l'étage, à l'étage, il y a toute une partie dédiée au pilotage. Donc, le pilotage, c'est les bureaux de Dana Eker avec son équipe pour animer en fait le tiers-lieu, animer les actions et coordonner l'ensemble des actions. Et à côté, donc c'est, je ne sais pas si je peux le faire avec un curseur. Ici, oui. Ici, là où vous voyez la souris. C'est un bureau, un grand bureau, un grand espace de coworking, parce qu'en fait, on accompagne sur Saint-Étienne Métropole des porteurs de projets en santé. Donc des porteurs de projets en santé avec une visée entrepreneuriale, c'est-à-dire voilà, des personnes qui vont faire ensuite leur métier et qui ont une idée d'innovation sociale en santé, mais également... Un produit ou un service. Exactement.
un service, donc plutôt innovation sociale, sciences humaines et sociales, et un produit aussi technologique, puisqu'on a un partenariat avec le pôle des technologies médicales sur Saint-Étienne, qui rassemble aussi, enfin qui accompagne aussi des porteurs de projets, mais plus avec une visée technologique. Donc on essaie vraiment de mutualiser les actions, de les coordonner au maximum sur le territoire, parce qu'en fait il y a eu énormément d'activités et d'actions qui se sont montées, des structures qui se sont montées, et l'objectif c'était aussi de coordonner cet ensemble-là d'actions au sein d'un même lieu, donc qu'on porte, qu'on coordonne, pour avoir en fait une certaine cohérence aussi sur le territoire. Et la salle du milieu, ici, c'est une grande salle ouverte d'ateliers qu'on appelle co-making, parce qu'en fait c'est des termes en fait de tiers-lieux. Co-making, co-working, c'est faire ensemble, travailler ensemble. C'est des mots concepts, mais en fait derrière, il y a vraiment cette volonté de faire du collectif, du collaboratif. Nous, on travaille beaucoup sur de la démocratie sanitaire, donc développer la capacité d'agir des usagers, des patients, mais aussi développer l'art du soin, en fait, des médecins, des soignants qui ont des envies d'activité dans leur domaine, mais qui peuvent pas le faire au sein de leur salle de consultation ou à l'hôpital. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de leur donner la possibilité de les faire dans un lieu. Et nous, on est là aussi pour les accompagner à élargir en fait, les bénéficiaires qui pourraient en fait, participer à leurs activités. L'objectif pour les porteurs de projets, qu'ils soient soignants ou non, c'est d'éviter de prendre le bâton de pèlerin et de se promener pendant 2 ans, rencontrer tous les acteurs pour savoir qui fait quoi comment, est-ce que je fais pas un doublon et qui veut bien partager, mutualiser des ressources ou des dispositifs. L'objectif, c'est d'éviter vraiment d'avoir à errer pour monter un projet dans tout un territoire. Donc on réunit tout le monde autour de la table dans un même lieu pour pouvoir plus rapidement définir les besoins et monter des collaborations sans avoir à se promener et faire du porte-à-porte pendant 2 ans. Du coup, on voulait vous présenter 2 illustrations. Ce ne seront pas des lieux qui seront dans l'Open Care Lab, dans notre tiers-lieu, mais c'est des lieux existants et du coup, on va externaliser, on va dire, les usages. Ce qu'il faut avoir en tête, là on va commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet, c'est des ingrédients. Si vous voulez travailler sur la thématique des aidants, ou alors sur la prévention santé, ou l'alimentation, ou l'interculturalité, ou la santé mentale, ou les liens sociaux, ou la démocratie sanitaire, ou la capacité d'agir, ou l'écosystème de la santé, on va vous accompagner à lister tous ces ingrédients que vous souhaitez développer, et après on va pouvoir trouver un outil. L'outil, ça peut être une cuisine participative, un Fab Lab, une imprimante 3D par exemple. Je vais donner des exemples pour illustrer. La cuisine participative, notre partenariat avec eux au niveau des ingrédients qu'on y met, c'est aidant, alimentation et prévention santé. Pourquoi ? Papy, mamie, ils ont 80 ans. Mamie, elle a Alzheimer, elle a cuisiné tout le temps. Papy, il sait faire que des pâtes. Mamie, ça fait 1 an qu'elle mange des pâtes. C'est un vrai problème pour papy et pour mamie. Maintenant, on a une cuisine participative où il y a un cuisinier qui donne des cours de cuisine et où on peut inviter tous les papiers aidants de Saint-Étienne à venir prendre des cours de cuisine. Ce qui permet du coup que madame, elle va pouvoir peut-être rester plus longtemps au domicile. Et papy, de rencontrer d'autres aidants et de se désisoler. Et à partir de là, on est donc aidant alimentation et on peut faire de la prévention santé. Et c'est déterminer des problématiques. Peut-être que la baignoire, quand on a 80 ans et qu'on doit porter mamie dans la baignoire, c'est compliqué. Donc on peut amener des dispositifs comme ça. Donc là, on voit que l'outil, c'est une cantine, mais ça aurait pu être toute autre chose. Donc il ne faut pas s'arrêter dans un premier temps sur la cantine ou sur un Fab Lab. Il faut essayer de déterminer les ingrédients sur lesquels vous souhaitez travailler. Cancer, pédopsychiatrie, on peut mettre plein d'ingrédients. De la démocratie sanitaire, on les assemble, on les additionne, et après on trouve un outil qui collera, en fonction des surfaces que vous avez. Vous avez de la chance, parce que vous avez une multitude de surfaces. Le Fab Lab, deuxième exemple, au centre de réhabilitation psychosociale de Saint-Étienne. Il y a des neuropsys, il y a des ergos, des psychiatres. Bon, il y a un moment donné, ils travaillent beaucoup avec du Où est Charlie et des puzzles, pour la gestion du travail cognitif et la gestion des tâches, des programmes, des projets, et avec leurs patients. Mais honnêtement, en tant que soignant, faire du Où est Charlie toute la journée, je pense que ça doit être
à un moment donné un peu blasant. Pareil pour les puzzles, mais par contre, ce qu'on est en train de co-construire avec le Fab Lab, où on a des imprimantes 3D, des découpeuses laser, une multitude de machines, il est ouvert à l'extérieur. On va pouvoir former les professionnels de santé à utiliser ces machines pour qu'après, ils puissent les utiliser avec leurs patients. Comme ça, au lieu d'assembler des puzzles en bois déjà existants, eh ben, on peut faire un protocole avec eux pour utiliser la machine, faire un travail sur le 2D si c'est le 2D, faire un travail sur le 3D si c'est le 3D, faire un travail d'assemblage de même, ce qui permet de faire sortir les patients du centre de soins, de les ancrer dans la cité, avec d'autres personnes qui ne seront pas que des patients, et aux soignants de développer leur créativité dans l'art du soin. Et si on développe la créativité dans l'art du soin, on protège le sens du métier. Si on protège le sens du métier, on protège la QVT. Et du coup, on peut faire venir des professionnels de santé plus facilement dans le service et les garder plus longtemps. Ça paraît facile comme ça. Il y a déjà 1 an et demi de travail derrière. Voilà. Ça se fait pas du jour au lendemain, oui. Et avec le Covid, ça a été un peu compliqué. Mais ce qu'on voit en fin de compte, c'est surtout qu'importe l'objet. On pourrait faire de la poterie, on pourrait faire de la peinture, on pourrait faire de la menuiserie. Qu'importe l'objet, c'est vraiment les ingrédients qu'on veut y mettre. Protéger le sens du métier des professionnels de santé, faire de la prévention, de l'alimentation. À partir de là, on trouve un objet qui est réalisable en fonction des contraintes de surface et architecturales. Donc on va vous présenter une belle innovation sociale sur Saint-Étienne qui s'appelle le Trialogue. Peut-être que certaines d'entre vous ont entendu parler. C'est un psychiatre qui s'est dit moi j'aimerais bien passer du temps avec mes patients, avec une relation horizontale, et échanger avec eux pour apprendre de leur savoir expérientiel. Et puis en fin de compte, pareil avec les aidants, parce que en psychiatrie, les aidants ont un rôle assez important. Du coup, il a décidé de s'inspirer du Trialogue qui a été monté en Suisse il y a quelques années, et il a monté un comité de pilotage, un COPIL, donc 2 patients, 2 aidants, 2 soignants. Ils se réunissent autour de la table, tous les mois, ils définissent une thématique. La première thématique, c'était la confiance envers les soignants. La deuxième, c'était la confiance envers les aidants. Et la troisième, la confiance, par rapport à la thématique psychiatrie, envers la société. Ils ont défini ça. Et du coup, tous les mois, on faisait un atelier, on accueillait 30 personnes qui venaient parler de ces problématiques-là, avec un vrai partage horizontal qui était ultra bénéfique pour les patients, ultra bénéfique pour les aidants, ultra bénéfique pour les professionnels de santé. Et en faisant ça, on va faire venir les étudiants en médecine pour leur montrer que sur le territoire, voilà, il est possible de développer des actions de ce type, où on peut prendre du temps avec les patients et avec les aidants pour trouver des solutions ensemble. Et la nouvelle génération de professionnels de santé, elle est plutôt là-dedans quand même. Donc on va vous faire... Elle est quasiment finie de monter, la vidéo. C'est la vidéo de présentation du Trialogue. Donc voilà, par exemple, ce dispositif, en quoi un tiers-lieu, c'est intéressant. Ce dispositif, il faut une salle. Il faut un petit budget. Il faut faire de la communication pour faire venir les bénéficiaires. Et il faut connaître l'écosystème de l'ensemble des acteurs pour trouver les viviers de bénéficiaires, de professionnels de santé et d'aidants. Du coup, nous, on s'est arrangé avant qu'on ait notre nouveau tiers-lieu. On allait voir des collègues associatifs qui nous prêtent une salle, mais la salle, on l'a pas tout le temps, donc on doit changer de salle. Donc quand on fait de la programmation avec des affiches, c'est compliqué. Et là, maintenant qu'on va voir l'Open Care Lab, on va pouvoir accueillir plusieurs projets comme ça, sur plusieurs thématiques. Et là, les ingrédients, c'est démocratie sanitaire, santé mentale, aidants et prévention. On vous laisse regarder la petite vidéo, elle dure 2 minutes 10. Le Trialogue est un lieu d'échange de personnes soignées, soignants ou proches qui réfléchissent librement autour de thèmes choisis par le comité de pilotage. Le Trialogue est un lieu de partage des différents vécus pour enrichir sa compréhension de la santé mentale. Le comité de pilotage réunit des proches, des soignés et des soignants. C'est ensemble qu'il propose des thèmes, anime les débats, qu'il rappelle la charte, exprimant nos valeurs comme l'écoute bienveillante et la tolérance. La liberté d'expression m'anime, voir les personnes communiquer avec plaisir me donne la motivation de continuer le Trialogue qui enrichit mon expérience personnelle. C'est un moment particulièrement fait de surprises, de réactions différentes et de bonne humeur. Je suis bénévole dans l'association UNAFAM et ça m'intéressait beaucoup de participer à cette expérience du Trialogue.
En effet, il offre un espace privilégié où se croisent 3 regards sur le vécu en psychiatrie. Et cela correspond à une préoccupation de l'UNAFAM qui cherche toujours à créer des passerelles entre soignés, soignants et proches. Pour moi, ce qui est important en priorité, c'est de sortir des logiques d'étiquette. En fait, c'est vrai que dans mon métier, c'est les gens en général qui m'intéressent, indépendamment du normal ou du pathologique finalement. Et donc là, c'est dans cette idée de lieu de rencontre où il y a des gens qui viennent parler de leur vécu. C'est ça qui m'intéresse. Deuxième point, c'est dans une démarche un petit peu plus militante en fait, pour valoriser tout ce qui est démocratie sanitaire, parce que je pense qu'au final, la santé mentale, ça nous concerne tous et on devrait tous avoir notre mot à dire à ce sujet. Ce qui m'intéresse dans le trialogue, c'est d'avoir un autre cadre d'échange que le cadre habituel en tant que professionnel pour m'enrichir du vécu des personnes concernées ou des proches. Voilà, je trouve que c'est un apport très important dans ma pratique. Une autre motivation, c'est celle aussi de prendre la parole ensemble sur la place publique pour faire avancer les débats et essayer de lutter contre la stigmatisation en santé mentale qui frappe tout le monde. Et je pense aussi que c'est un endroit très intéressant pour apprendre en fait le métier de soignant. Donc j'invite également les étudiants à venir. En tout cas, je trouve que c'est un bon complément à la formation qu'on a à la fac. Nous invitons toutes les personnes concernées à la prochaine réunion du trialogue en vous promettant un très bon moment. Donc là, on comprend au niveau des ingrédients qui ont été mis dans ce projet, dans cette action, c'est la démocratie sanitaire, les aidants à la prévention, lutte contre la stigmatisation aussi, comme le psychiatre l'a très bien dit, et question santé mentale. Eux, ils ont choisi de faire des ateliers ouverts, en accueillant du public. Mais ils auraient pu faire tout autre chose, en fait. Ils auraient pu faire un concert, tous les mois, ils auraient pu faire de la poterie. Donc, réfléchir déjà dans un premier temps aux ingrédients à titre individuel que vous souhaitez mettre, et après on pourra y monter les projets ensemble. Et en fonction des projets, des ateliers et des actions, on pourra définir les usages en termes de surface, et du coup d'un point de vue architectural les traduire. Voilà l'enjeu qu'on vous propose. On va pouvoir commencer un petit peu aujourd'hui, et par la suite au téléphone vous appelez toutes et tous pour définir ce que vous souhaitez mettre en place avec votre patientèle ou avec votre population. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on rentre dans le vif du sujet? On passe le micro. Je rappelle qu'on a une captation et qu'elle sera disponible pour que vous puissiez... Alors déjà, tout d'abord, je m'excuse par avance parce que tout ça est extrêmement intéressant et malheureusement, je ne pourrais pas assister jusqu'au bout, Madame Anneli non plus, parce qu'on a une autre obligation en mairie à 14h. Voilà la question. Alors, désolé d'en revenir à des réalités bassement terre à terre, mais on perçoit bien à travers tout votre exposé, votre discours, tout l'intérêt en termes de lien social, de sens pour les professionnels, pour la patientèle et ainsi de suite. On perçoit bien également les effets d'économie induits pour la société, de prise en charge plus tardive, etc., etc. Moi, la question, c'est votre modèle financier, à vous, c'est quoi? C'est que de la subvention publique? Comment ça marche? Parce que à l'échelle de Givors, c'est des questions qu'il va falloir qu'on se pose et auxquelles il va falloir qu'on trouve des réponses. Et si on peut avoir quelques aiguillages, ça peut être bien. Alors pour l'Open Care Lab, nous ce qu'on fait, c'est qu'on découpe, pour être transparent, chaque projet à sa ligne budgétaire, son dossier, son budget. Donc il y a une ligne budgétaire pour l'escale des aidants, une ligne budgétaire pour l'accompagnement des porteurs projets, une ligne budgétaire pour l'ensemble du lieu, une ligne budgétaire pour le réservoir des jardins de santé, une ligne budgétaire pour la recherche universitaire. C'est le meilleur moyen de pouvoir monter des cofinancements et de pouvoir adapter les budgets en fonction des capacités de chaque financeur. Parce que certains financeurs veulent un logo sur quelque chose de concret et d'autres, l'abstrait et la théorie leur plaisent.
Donc il faut réussir à saucissonner entre guillemets les projets par micro-projets pour pouvoir l'adapter à chaque financeur. Maintenant, pour répondre à qui nous finance, on a une... Alors, le pourcentage, je ne saurais pas vous le dire, mais on a une bonne partie de financement public et de mutuelles. Oui. Parce que du coup, dans l'association, vous avez des salariés. Oui. Vous êtes salarié de l'association, j'imagine. C'est aussi des frais de structure, etc. Le bâtiment, j'imagine qu'il y a un loyer à moins que ce soit une disposition. Donc vous avez Saint-Étienne Métropole. Ouais. Alors oui, pour préciser vraiment sur le financement de l'Open Car Lab, c'est vrai que là, Saint-Étienne Métropole nous accompagne depuis maintenant 1 an sur le montage du dossier pour justement appuyer le financement. Donc ça va passer soit par le fonds dédié à l'innovation, non, fonds dédié à l'enseignement supérieur et la recherche. Mais tout ça, c'est copiloté avec Saint-Étienne Métropole. Donc du coup, voilà, on a autant un fonds privé qu'un fonds public. Vous avez Ville de Saint-Étienne, ouais. Saint-Étienne Métro. Oui. Et oui, qui nous détache une assistante sociale. Ouais. Et puis vous avez aussi l'Université Jean Monnet ou Pas encore. Mais c'est... Alors pour la recherche, on a une bourse doctorale clermontoise. Et la région Rhône-Alpes intervient sur le volet on n'est pas encore venu vous voir. Enfin, voir la région. Oui. Sur l'université Jean Monnet, donc il y a la fondation Université Jean Monnet, et en fait, effectivement, le financement a failli passer par eux, c'est pour ça que je dis presque, pas encore en tout cas, et du coup, finalement, il a été basculé sur le fonds à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc voilà. Mais après, voilà, c'est un financement dégressif, donc il y a vraiment une volonté de cofinancement de ce tiers-lieu, donc après, à aller chercher donc, au fond de l'université Jean Monnet, enfin voilà, élargir en fait les cofinanceurs. les CHU là-dedans. Ouais. Donc on pas directement juste avec le CHU, entre guillemets, plutôt avec le GHT, le groupement hospitalier de territoire. C'est toute la Loire plus Annonay, c'est plutôt public. Et avec eux, on est en train de monter de l'accompagnement des étudiants en médecine. Donc vous êtes étudiant en médecine, il vous reste 1 ou 2 ans, pas tout, si c'est le bon moment pour vous. Vous avez un beau projet, vous êtes jeune diplômé, vous avez un projet comme le trialogue par exemple, et on pourra vous accueillir, vous accompagner, vous trouvez le lieu, une petite bourse pour faire la communication que vous gérez avec les bénéficiaires en démocratie sanitaire totale. Et nous, on accompagne du coup les porteurs, donc ça permet de financer le lieu. Mais ils sont pas sur le fonctionnement du lieu directement. Si. Oui. Enfin, vous voyez, ça dépend comment on découpe le projet. Il y a le lieu, les surfaces, on les a détachées par activité. On a fait ce montage-là. Il y a d'autres montages peut-être qui peuvent être pertinents. Nous, on l'a monté comme ça parce qu'on amenait plusieurs dossiers. On amenait le dossier d'escale des aidants, on amenait le dossier accompagnement des porteurs projets en partenariat avec les incubateurs locaux. Et à force d'amener plusieurs dossiers, on a compilé sur le lieu et chacun a pris la partie qu'il souhaitait et pouvait financer. Et c'est une des chances des tiers-lieux en fin de compte, parce que certains peuvent faire de l'investissement, d'autres des salaires, d'autres... Et on peut comme ça compléter avec l'ensemble des investisseurs l'ensemble du projet. Ils ont été bien occupés ces derniers temps et la direction de la Loire a tourné. Ça va se faire. Si je puis me permettre, nous, ce qui nous importe, c'est vrai qu'il y a un modèle économique, mais il y a 2 choses. Le modèle économique, on l'imagine, par exemple, dans la suggestion que Thierry faisait, la médecine du travail de la collectivité, c'est par exemple un potentiel de 2 000 € de ressources financières en termes de loyer. Pour faire simple, c'est 10% du loyer qu'on recherche par rapport au tiers-lieu. On a déjà trouvé 10%. L'idée, il est très clair qu'on va aller chercher auprès de la métropole, auprès de l'ARS, auprès de la région, auprès de la politique de la ville, État-ville, des moyens, à la fois en termes d'investissement. Allez, on va parler cash, on cherche 250 000 à 300 000 € de subventions, et après on va chercher du fonctionnement, puisque c'est d'intérêt public. Et il n'est pas dit que la Caisse préventive d'assurance maladie ne finance pas ce problème, parce que c'est purement dans sa logique de prévention. Donc nous sommes modérément inquiets. Oui, non, mais nous sommes modérément inquiets dans le dire, on rentre dans une logique, on anticipe des besoins, on répond à des besoins. Il est normal que des financements publics soient mobilisés de cette manière-là et viennent en relais, rappelons, au financement de la MSP. Donc
vous parlez de ces problèmes-là financiers. Ce que je vous propose, c'est qu'on les amène à un autre moment, hein, parce qu'il faut qu'on ait d'abord du contenu, hein, avant de parler du financement. Ça fera l'objet d'une réunion spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ANAECAR, on leur a demandé une double réponse. Une réponse en termes de contenu et après de modèle économique, sachant que bien évidemment, il y a nécessairement, après, Stéphane parlait de jardinier, on parlait de cuisinier, il y a nécessairement des gens qui peuvent faire fonctionner ça, c'est des coûts de fonctionnement. Mais parlons d'abord des objectifs. À bientôt. Non, effectivement, votre présentation me parle énormément parce que c'est aussi notre quotidien et on voit nos limites hein, dans nos prises en charge. Moi, je suis orthophoniste. Donc oui, ça me parle énormément. Du coup, après, au niveau des ingrédients, ils sont tous très intéressants. Donc après, je pense qu'on peut peut-être pas tous les prendre. Je ne sais pas concrètement comment faire, hein, mais effectivement, la présentation et ce que vous nous dites depuis tout à l'heure me parle particulièrement. Donc, je suis vraiment très ouverte à travailler avec vous, alors, du coup, à vous répondre à vos questions. Et puis surtout avec mes collègues, futurs collègues, qu'est-ce que vous voulez mettre comme ingrédient? Je ne sais pas. Céline, allez, passez le micro, chacun réagit. Non, oui, je sais pas si le micro marche. Oui, comme Céline, ça me parle énormément et voilà, je découvre un petit peu tout ce que vous avez apporté, donc il va falloir qu'on réfléchisse aux ingrédients, aux actions qu'on veut mettre en œuvre, mais c'est très intéressant. Voilà, Tout le monde parle, hein. Tout le monde a parlé apparemment. On ne se défile pas. Là, comme ça, je suis un peu déboussolée, mais je ne sais pas. On n'entendait pas des réponses aux ingrédients que vous souhaitez tout de suite. Hein. C'est surtout, est-ce que quelle peut-être chose possible ou difficulté vous pouvez rencontrer dans la création des ingrédients et des idées. Après, nous, on est là pour vous aider. Oui, ça fait déjà écho aussi avec... C'est une opération ouverture de chakra. Ouais. Ça marche, ça marche pas. Alors, pour ma part, papy, mamie et l'histoire de la cuisine, j'ai eu le cas mardi matin. Mamie qui fait la cuisine, papy qui est aidant et mamie qui n'est plus du tout dans la même année que nous et qui arrive encore à faire un peu la cuisine. Donc papy supervise et apprend de ce que mamie arrive encore à lui dire. Mais c'est pas simple. Voilà, donc papy guide et apprend à faire la cuisine à 80 ans. Donc, mais je pense qu'il serait content d'avoir d'autres personnes aussi avec qui apprendre. Parce que c'est pas toujours simple. Oui, alors moi je trouve ça très intéressant. Moi je suis infirmière, donc on fait beaucoup d'éducation, surtout autour du diabète. Et ça me parle beaucoup, oui, d'un atelier cuisine, un atelier autour du sport, enfin, pour des populations jeunes ou moins jeunes, quoi. Donc oui, moi je suis très intéressée. Oui, ça nous parle complètement et d'ailleurs ça fait partie des projets de la MSP de mettre en œuvre des ateliers cuisine, marche, enfin voilà. Donc oui, voilà. Alors après, quels intervenants, quel financement, questions pratico-pratiques. J'ai une question. Du coup, vous avez un animateur de ces espaces? Comment vous gérez ça? Je reviens du coup au fameux animateur. On met tout à charge des soignants comme ça. Ah, c'est sympa. On peut sortir, Marc? Non, oui, effectivement, il va y avoir un animateur et un coordinateur. Parce que là, on vous a présenté l'Open Care Lab urbain, mais dans 2-3 ans, on va monter un Open Care Lab rural au milieu d'un petit village de 100 habitants. Ah oui. Dans la Loire aussi? Dans la Loire, à la frontière au-dessus de Bouin. Ah oui, d'accord. Parce que c'est la zone frontalière à l'époque entre Rhône-Alpes et Auvergne. Et vu que c'était le bout du bout, il y a quasi rien, quoi. C'est blanc de recherche, donc pour les chercheurs c'est super intéressant. En termes de besoins, c'est plutôt conséquent. Donc l'idée c'est que là-bas on a réfléchi en termes d'usage, on va monter des bureaux aussi,
et on va créer un logement passerelle qui sera gratuit et libre d'accès aux étudiants-chercheurs de Clermont-Saint-Élion. D'accord. Pour qu'ils puissent venir faire des recherches, ils ont des problèmes de mobilité, les chercheurs aussi. Hein. Si on leur demande d'aller pendant 3 ans à 300 km, tous les jours, c'est pas facile. Et comme ça, on pourra accueillir les chercheurs et les étudiants des structures partenaires gratuitement dans ce lieu, et ils auront des bureaux pour travailler. Et ils vont faire quoi? Concrètement, ils Concrètement, vont faire de la recherche sur quoi? géographie de la santé, santé publique, définir les besoins du territoire, pour un truc, il y en a pas mal, et accompagner à la création d'implantations de soignants, de la coordination entre acteurs. Sur les aidants aussi, parce qu'il y a vraiment un problème d'accès aux droits et mobilité des aidants. Voilà, c'est des sujets. Il y a une première phase de diagnostic assez conséquent et après on monte les actions le plus rapidement possible. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait un animateur par tiers-lieu. Et le problème d'un animateur, ils appellent ça un fab manager, là où il y a les découpes laser et l'imprimantes 3D, c'est qu'il y a énormément de casquettes. C'est ultra compliqué d'accueillir du public, de gérer là il y a des machines, gérer des machines, de gérer la logistique du lieu, fermer, voir qu'il n'y ait pas... En fait, il y a énormément de casquettes. Et là, on va rajouter la casquette santé. Donc il va y avoir un vrai travail pour former et trouver la personne qui sera... Vous avez une fiche de poste énorme. Il faut bien la définir. Oui, je vous remercie pour cette présentation. Moi, ça me parlait pas bien à la base de tiers-lieu de santé. J'arrivais pas à conceptualiser les choses. Nous, on est très pratico-pratique. On a besoin d'un... je suis médecin donc généraliste, donc on a besoin d'un cabinet et je voyais pas bien ce que moi j'avais à faire dans ce tiers-lieu. Enfin, j'ai l'impression que ça me concernait pas trop. Voilà, donc là, avec des exemples concrets, je me projette beaucoup plus. Les aidants mineurs, ça m'a beaucoup parlé parce que à Givors, c'est une grosse problématique des enfants qui traduisent pour leurs parents, qui prennent les rendez-vous. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Voilà, maintenant, il y a plein d'idées qui arrivent, de l'activité physique adaptée, enfin plein de... Pourquoi pas, mais voilà. Donc, en tout cas, merci parce que je n'arrivais pas bien à conceptualiser. Et du coup, avant que tu partes... Tiffany, par le micro. Pardon. Pour faire le lien avec l'exercice qui vous êtes fait faire avec Julia et André ensuite, comme là, essayez pas de faire les bons élèves pour aller chercher des solutions tout de suite, mais vraiment partez de ce qui vous vient, de vos besoins à vous en tant que soignant, des besoins des patients que vous avez eus dans la journée qui vont vous donner des idées le jour où vous allez faire cette interview. Justement, essayez de ne pas être soignant à ce moment-là. Le but, c'est pas de trouver une solution ou le bon diag, c'est de lâcher un peu prise pour aller donner de la matière. Et c'est avec la matière que vous allez tous mettre en pot commun après que va pouvoir émerger des solutions, des outils pour commencer à rendre concret en fait ce lien entre votre pratique, le tiers-lieu. On continue le tour de table, Camille. Ce que ça vous amène comme réflexion. On est en intelligence collective, là, c'est que chacun fasse part de ce qu'il ressent. Je vais essayer d'être intelligente alors. Merci beaucoup. On a discuté très rapidement tout à l'heure. Je trouve que votre approche est hyper intéressante. Nous, on a du coup aussi des lieux de santé, donc vraiment, je trouve ça super. Et pour le lieu de Givors, le tiers-lieu de Givors, à voir ce que l'équipe soignante trouvera et aura besoin, mais je suis sûre que ce sera super pour la population. Après, à voir comment est-ce que l'IVI et la réponse médicale, notamment en soins non programmés, peut avoir une place dans ce tiers-lieu. Nous, on est beaucoup sur le travail des parcours patients où on va forcément avoir le soin physique en priorité, tout ce qui peut être fait autour pour accompagner au mieux en deuxième priorité, et puis peut-être en troisième lieu, est-ce que le digital peut apporter quelque chose? On travaille sur des parcours dédiés, on a formé certains de nos médecins qui étaient intéressés à la santé sexuelle en partenariat avec l'hôpital Bichat. On va former
certains des médecins, pareil, intéressés sur des sujets de comment on accompagne le surpoids, comment on prend en charge l'obésité, et du coup un peu plus nutrition avec la Société française de nutrition et la Ligue contre l'obésité. Donc est-ce que toutes ces petites choses qu'on essaye nous aussi, en termes de prévention et d'accompagnement, à mettre en place peuvent servir? Voilà, mais juste comment est-ce que ça peut avoir une place avec une équipe soignante et médicale qui est constituée, qui a son activité qui va se faire sur place, et du coup comment nous on peut participer plutôt à la prévention plus que voilà, prendre l'activité médicale, c'est pas du tout le but, donc être partie prenante et être complémentaire du reste. C'est un peu la réflexion que ça me soulève. Aurélie? Alors moi je trouve que votre projet il est effectivement super bien ficelé, très sincèrement. On se disait avec Elodie, la présentation que vous avez faite en 10 minutes, ça a été hyper clair, précis, maîtrisé, on a envie d'y aller quoi. Voilà. Après moi les freins que j'aurais, c'est effectivement la partie financement, où on s'interroge, du coup aussi partie RH, voilà. Et aussi définir des objectifs assez précis, parce qu'il y a tellement de besoins en fait sur le territoire qu'il va pas falloir qu'on aille dans tous les sens, et je pense qu'il va falloir vraiment cibler par rapport à l'existant et peut-être mettre en place déjà avec les ressources qu'on a sur place et de pouvoir les mettre sur place. Enfin, voilà, c'est bien, j'ai compris. C'est dans le même sens, c'était très bien ce que tu as dit. Mais aussi, moi j'ai besoin de savoir où on en est exactement dans la démarche. Elodie Darco du CCS. Marche, c'est bon. D'accord. Ah mais c'est pas Covid ça. Tout le monde touche le truc. Si, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Il y a la distance, Ok. Donc oui, j'aimerais savoir où on en est exactement de la réflexion. Parce qu'on a eu une première. Enfin, moi, j'ai pris la démarche entre-temps parce que je suis arrivée récemment sur le poste. Une première réflexion il y a une semaine ou deux, 15 jours, sur les espaces grottes et je ne sais plus. Enfin voilà. Là, on a encore une autre façon d'aborder la réflexion sur ce qu'on va faire de ce tiers-lieu aujourd'hui. Et du coup, Là, on est sur le contenu, voilà. alors qu'avant on était sur le contenant. À un moment donné, il faut que contenant et contenu correspondent. Oui, mais alors du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on en est où exactement? Et est-ce qu'on va vraiment avoir des temps de travail en petits groupes? Parce qu'un travail comme ça, je trouve, enfin, là, c'est pas possible pour moi d'avancer concrètement, moi, sur un petit groupe, mais voilà, est-ce qu'il va y avoir des temps de travail sur vraiment qu'est-ce qu'on veut faire? Les ingrédients, tout ça, parce que je pense que c'est la première chose qu'on va devoir faire, non? Je sais pas, choisir les ingrédients, c'est ça, non? Si. Voilà. Donc j'aimerais qu'on me réexplique où on en est aujourd'hui et concrètement, quand c'est qu'on va vraiment définir ça. C'est pour ça qu'on... Attendrai, prends-le-toi. On va demander à la personne de Lydie, je ne connais pas son prénom, Paul, mais qui s'exprime, il a pas Paul. Moi, c'est juste pour compléter un peu ce que disait ma collègue Camille, c'est vrai que nous, chez Livy, on bosse beaucoup sur la question des déserts médicaux et le lien avec le digital, en dehors même du premier aspect qui est permettre à un médecin qui habite en ville de téléconsulter avec un médecin qui habite en campagne. On travaille avec des centres de santé qu'on aide à co-recruter des médecins, c'est-à-dire que le médecin va pouvoir aller 3 jours dans la semaine dans un désert médical physiquement et va pouvoir faire du télétravail depuis chez lui en ville, en téléconsultation pour nous. Et je trouve que c'est une belle réflexion que vous avez aussi au niveau de la qualité de vie au travail, mais au-delà d'amener le médecin dans le désert médical, c'est le faire rester et lui permettre d'avoir un exercice de la médecine qui soit intéressant et divers. André. Merci beaucoup. Je peux essayer de répondre au process. On me corrige hein, si ça colle pas avec l'idée. Proposition, du coup. On va dire que c'est une proposition. Au niveau du process, là, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était pas de répondre à tout, on va être honnête, c'était plutôt de vous proposer une méthode. Et après, individuellement, on va prendre le temps avec chacune et chacun de vous appeler, de vraiment prendre le temps tranquillement depuis votre bureau, puis de votre travail, avec les patients. Moi, j'aimerais plutôt faire ça, 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 ça. Et puis, il y a cette question qui m'intéresse, cette question qui m'intéresse. Le cancer, c'est un point important pour moi. Le diabète, c'est important. Ou la santé mentale, c'est important.
on les liste, on fait une petite priorité dessus, parce que s'il y en a 15, il faut prioriser. On fait une petite priorité dessus, et à partir de là, on va pouvoir faire des statistiques, croiser les données entre guillemets, et pouvoir vous faire des propositions de modélisation d'outils en vous expliquant, avec le trialogue, il y a tel ingrédient qui s'y retrouve. Avec la cuisine, il y a tel ingrédient. Et comme ça, on va pouvoir définir des usages, des outils, on va dire outils comme ça, et ces outils, après, on pourra les traduire architecturalement. Donc dans le process, là, c'est une démo, on s'entraîne un petit coup tous ensemble, comme ça, après, vous aurez le temps d'y réfléchir un petit peu sur ce que vous souhaitez amener avec vos patients ou votre population, en fonction, si vous êtes professionnel plutôt du territoire, et de la santé ou du territoire. Et du coup, on vous appelle, on fait un diagnostic, nous, on tambouille tout ça, et au prochain atelier, on va pouvoir vous lister quelques possibilités en vous mettant les ingrédients qui collent avec, et on pourra essayer de les coller dans les différentes surfaces. Mais là, on va faire un travail réflectif sur tout ce process-là, on va le résumer pour vous montrer jusqu'où ça va aller, et on le commence quand on s'appelle. Est-ce que ça vous convient? L'image, hein, c'est chacun amène ses ingrédients, et il appartient à André et Julia de faire la cuisine. Et après, vous dégustez, vous dites c'est bon, c'est pas bon, il n'y a pas assez d'amertume, il n'y a pas assez de salé, de sucré. Voilà, mais on va y arriver, hein, il n'y a pas de souci, mais on a besoin de votre matière première, hein, qui est quelles sont vos attentes en tant que patricien ou en tant que service de la ville. N'oublions pas que la ville a un rôle important à jouer avec le lien des concitoyens. Donc ça me permet de faire le lien, de rebondir sur cette diapo en fait, qui essaye un petit peu de résumer cette méthodologie. Donc là, en fait, on en est à l'étape 1 et 2. Quoi. On définit les interactions, on définit les usages, les envies par rapport aux mises en perspective ou les exemples, les illustrations que vous avez pu voir de l'Open Care Lab, mais aussi de vos envies, comme vous l'avez relevé déjà sur « Ah oui, ça me fait penser à hier ou avant-hier, j'ai eu ce cas-là et je pourrais faire quelque chose comme ça qui aurait du sens et qui pourrait être chouette dans ce tiers-lieu ». Ensuite, l'étape 3, c'est de cibler les espaces. Donc là, avec Yann, voir sur les modèles architecturaux, finalement, quels espaces conviendraient aux usages et aux interactions que vous avez souhaité ou que vous aimeriez voir dans ce tiers-lieu. Et à la fin, donc la dernière étape, c'est vraiment de modéliser les espaces et les surfaces. Donc là, c'est vraiment la traduction architecturale, donc la fin de tout ce process, de toute cette méthodologie qu'on est en train de mettre en place. Donc aujourd'hui, finalement, on en est dans cette phase 1 et 2 et à faire un premier trait d'union avec le ciblage des espaces. On commence à voir collectivement, à réfléchir ensemble les envies par rapport aux idées qui viennent aujourd'hui. Nous, on reviendra vers vous individuellement parce qu'il y a toujours des idées qui reviennent après les ateliers. On réfléchit, on mature tout ça, on digère tout ça et on a des idées qui reviennent. Nous, on essaye de faire cette synthèse et de faire cette synthèse qui permet ensuite de basculer complètement dans cette étape 3 de ciblage des espaces. Voilà, pour avancer progressivement sur la modélisation des espaces du tiers-lieu et aboutir finalement au tiers-lieu que vous aurez dessiné, que vous aurez souhaité. Oui. Merci. Du coup, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc Livy n'est pas dans les ingrédients et dans les recettes que vous avez. Ah. Ok, bon bah je vais attendre pour ma question du coup peut-être. J'allais dire. Oui, parce que si tu permets, oui. Moi j'ai une métaphore pour vous aider. En fait, on a donc un moteur, c'est Dana Eker qui vous propose, une carrosserie. C'est notre équipe maîtrise qui nous propose. Et vous êtes le carburant, et je fais simple, nous sommes les pilotes. Donc il faut accepter que chacun, si vous n'amenez pas l'essence, la voiture, elle n'avance pas, on est d'accord. Hein. Donc il faut que vous apportiez l'essence, le moteur, il saura en faire, et Yann, Émilie et Thierry sauront le traduire. Et nous, on est les pilotes économiques sur la faisabilité. Donc il faut que chacun joue son rôle. Hein. Et je pense que c'est important. Excusez-moi de reprendre cette métaphore, mais elle me paraît importante. Soyons en confiance. On a besoin des 4 ingrédients. Un bon pilote, un bon carburant, sinon la carrosserie et le moteur, ils n'avancent pas, hein, ils ne bougent pas. Voilà un peu ces éléments. Julia. Oui, et du coup, oui, par rapport aux ingrédients. Du coup, ceux que vous avez vus dans les diapos précédentes, c'était vraiment nous les ingrédients, enfin quelques ingrédients qu'on a mis dans l'Open Care Lab. Donc effectivement, ça n'avait rien à voir, ou en tout cas pas complètement à voir avec le tiers-lieu de Gibor.
Là, ici, du coup, dans cette diapo, on bascule dans le tiers-lieu de Givors avec des ingrédients qui ont déjà été évoqués autant dans les ateliers précédents, quand on a pu aussi échanger avec l'équipe pour commencer à mettre sur papier les ingrédients que vous vouliez voir dans ce tiers-lieu. Ils ne sont pas au complet, certainement pas exhaustifs parce que vous êtes en pleine construction. Donc on retrouve effectivement la télémédecine, la santé mentale, les thématiques obésité, cancer, pédopsychiatrie, le pôle apprenant avec cette transmission de savoir, si vous avez envie de voir un pôle comme ça dans ce tiers-lieu, le laboratoire culinaire, enfin voilà, il y a différents ingrédients, différentes idées. La télémédecine, oui, je l'ai dit. Et après, l'idée, une fois que... Donc là, aujourd'hui, on va travailler là-dessus, vraiment sur qu'est-ce que vous avez envie de voir comme ingrédient, comme outil, comme envie, parce qu'on n'est pas déjà obligé de définir l'outil, on est déjà là à chercher finalement les idées, comment on peut les projeter dans des outils, mais on n'est pas encore au stade de la définition et de tout poser sur papier et ça y est, c'est décidé. Là, on est vraiment dans la co-construction. Et ensuite, une fois que tout ça sera posé, on pourra les définir dans des espaces. Mais effectivement, les outils, il faut qu'ils soient adaptés aux espaces, il faut que les espaces soient adaptés aux outils. Donc, voilà, on est dans cette phase de transition. Enfin, on commence un petit peu cette phase de transition puisqu'on est en train de terminer, de poursuivre cette phase de définition, d'interaction et d'usage. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'on vous propose, vraiment ce temps collectif de commencer à réfléchir à vous. Comment est-ce que vous souhaitez poursuivre ces thématiques? Comment est-ce que vous voulez en ouvrir d'autres? Comment est-ce que vous voulez les voir aboutir dans déjà des outils spécifiques et comme ça on laissera la main à Yann pour ensuite voir quels espaces pourraient convenir, voilà, exactement, accueillir, convenir pour les différentes interactions, usages ou outils que vous voulez voir dans ce tiers-lieu. Sachant que, on le redit, mais nous on reviendra vers vous individuellement pour vraiment compléter ce qui aura été dit aujourd'hui et vraiment avoir quelque chose de plus exhaustif. Julia, arrêt sur image. Est-ce que cette diapositive vous parle? On est d'accord, on a un certain nombre de thématiques et on a des espaces. Et aujourd'hui, il y a une boîte noire là, qui s'appelle un décodeur, qui va nous permettre de passer à des objectifs qualitatifs, quantitatifs, à une spatialisation, interaction entre vous, les apprenants, les soignants, les aidants, etc. C'est cette transition qu'on veut faire. Juste une précision sur certaines vignettes. Autant quand on parle de pôle apprenant, agora ouverte, je vois ce que ça peut être dans un tiers-lieu. Pédopsychiatrie, je comprends pas exactement. Voilà. Et santé mentale, un peu pareil, mais encore plus pédopsychiatrie, ça, voilà. Donc, du coup, j'avais un peu la même ressenti. Moi, j'aurais mis une vignette parentalité plutôt que pédopsychiatrie, mais plutôt une vignette beaucoup plus globale que pédopsychiatrie. Les mots ont leur importance. Hein. Vous avez raison. Parce que là, on a fait plutôt, c'est la solution entre guillemets, alors que c'est pas la problématique. C'est ça. L'idée, c'est voilà, de lancer des idées, des perspectives, mais effectivement, les choses sont redéfinissables. Voilà. L'idée, c'est que, les choses qui sont remontées, c'est de dire qu'il y avait un intérêt pour la santé mentale dans le tiers-lieu. Donc après, à voir comment c'est traduit le terme exact. Mais voilà, c'était lancer des thématiques qui, en tout cas, suscitaient l'intérêt dans le tiers-lieu. Et moi, je fais le parallèle avec les ateliers proposés par Yann. Parce que typiquement, la feuille qu'on devait remplir. Céline, tu peux prendre le micro? Vous pouvez prendre le micro pour... En fait, cette diapo, pour moi, je fais le parallèle, peut-être que je me trompe, mais avec notamment les ateliers que proposait Yann, qu'on devait faire pour aujourd'hui. Les scénarios d'usage, oui. Oui, scénario d'usage. Ouais, pour moi, c'est la même chose, on est d'accord? Oui. Ouais. On suit cette Ok. D'accord. On se fixe d'abord un cap où on va, et après, c'est comment on y va, et on va passer la parole à Yann. Ah, mais typiquement, est-ce qu'on ne peut pas partir du coup des scénarios proposés? Oui. Je sais pas. On va le faire. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport aux professionnels? Camille? Est-ce qu'on a peut-être pas eu les 40 réponses?
Non, c'est ça, ouais, ça. Ouais. En fait, on n'a pas eu beaucoup de retours finalement, mais on en a eu. Mais... Il y a des scénars qui vont marcher à coup sûr. La cuisine, il y a des chances que c'est un outil assez flexible. Il y a des salles qui seront, si c'est des salles d'atelier où on se réunit à 30, on peut imaginer en faire plein de choses. Maintenant, ça va être peaufiner aussi un petit peu. Juste pour savoir si j'avais bien compris en fait. Céline, vous avez la parole. Votre fiche. La vôtre. Ah bah, typiquement, je pense à une situation que j'ai actuellement avec des patients, parce que j'anime un groupe de lycéens qui bégayent. Et donc voilà, typiquement, je suis partie de mon vécu d'ortho du moment, et voilà. Oui, mais c'est ce qu'il faut. Très bien. Oui, c'est ça. Peut-être le... À le développer, enfin le... Disons que le confinement est passé par là pour mes patients qui bégayent de tout âge, mais je pense notamment aux collégiens et aux lycéens. Et la visio, typiquement pour eux, ça a été terrible. Certains l'ont refusé d'ailleurs. Du coup, moi, je fais un groupe par an. L'année dernière, j'avais des collégiens. En 2020, c'est quasiment pas vu. Je les ai revus à la rentrée 2020. Certains étaient vraiment typiquement particulièrement bien affectés par cette période. Et donc j'ai beaucoup travaillé la vidéo et l'audio, savoir se regarder, s'écouter quand on est bègue, enfin, parce que je fais des groupes. Et typiquement, je me dis, le tiers-lieu, ça peut être un lieu sympa, mais avec dans les espaces peut-être un peu plus progressif. Vraiment, je voyais le feu de camp, et puis voilà, puis après grandir un peu les espaces. Voilà, c'est ma réflexion du moment. Voilà. Tu peux afficher le texte. Moi, tu réagis. Ouais, non, justement. Alors, si on continue juste pour voir si on continue là-dessus, mais c'est pour justement, comme disait André, l'idée c'est d'exemplariser aujourd'hui pour voir un petit peu la méthode qui permet de fabriquer justement le contenu de ces espaces. Si sur ces questions-là, on devait le spatialiser dans le lieu qu'on connaît du coup. Parce que l'intérêt il est là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, moi je trouve, c'est que vous disiez que sur la question sur le territoire givordin, en fait, les problématiques, elles sont spécifiques. Je ne sais plus tout à l'heure à relever le fait que dans les aidants adolescents, par exemple, c'était spécifique à ce territoire-là. Bien sûr. Dans les aidants, le fait d'avoir des aidants adolescents, enfin on va dire non majeurs, c'était une des spécificités de ce territoire. Ça n'existe pas qu'ici, mais c'en est une des spécificités. Et ça, c'est important d'intégrer ça, effectivement, et de localiser, enfin de situer ça dans ce tiers-lieu-là. C'est-à-dire qu'il y a des spécificités, et c'est ce qu'on essaye de faire émerger dans ce tiers-lieu-là. Juste pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport notamment à votre intervention, vous disiez, mais par rapport à la semaine dernière, j'arrive pas bien à comprendre, à situer, je comprends. Parce qu'effectivement, la semaine dernière, et c'est un peu le piège, c'est pour ça que cette image-là, moi, je l'avais réservée en me disant on verra. La dernière image que j'ai montrée, où en fait, il y avait une forme d'occupation des espaces qui était dessinée, incarnée, et où on pouvait se projeter, elle est un peu enfermante aussi. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de là, ça devient un peu plus difficile de se dire, d'envisager autre chose de ces espaces. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse un petit pas en arrière, parce qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs, et que dans le fond, le contenu de ce qu'il va y avoir, il faut qu'il soit défini par les gens qui vont vivre dans ce tiers-lieu-là, l'occuper, ceux qui vont y passer, voilà. Et donc, dans les échanges qu'on a eu avec Dana Ecker là-dessus, on s'est dit, ce qui va être intéressant, notamment avec toute l'expérience et on va dire l'exemplarité, voilà, de ce que Dana Ecker peut apporter, de voir comment on peut justement transposer ce travail-là et cette méthode-là à Givors spécifiquement et dans ce lieu spécifiquement. Et c'est pour ça que l'idée d'aujourd'hui, c'était de dire, on ne va pas tout remplir les lieux, on ne va pas trouver tous les scénarios, on est bien d'accord aujourd'hui, de toute façon le temps est relativement restreint, mais c'est d'amorcer cette démarche-là pour qu'on puisse assez rapidement avoir une vision que vous puissiez vous y projeter, mais de façon très personnelle en fait, en tant qu'utilisateur, en tant qu'usager du lieu. Et qu'en plus, on puisse localiser
grosse maille. Hein. Aujourd'hui, on est juste en train de se dire, tiens, est-ce que là, ça marcherait ? Et donc, et qu'on puisse localiser, spatialiser, en fait, ces espaces-là, ces usages-là, on va dire, dans ces espaces. Donc, j'allais l'afficher. Ce qu'on proposait aujourd'hui, alors on était, du coup, l'atelier est on est un peu plus nombreux, donc ça, c'est un peu trop petit pour. C'était censé être un plus petit groupe. Donc, je vais vous l'afficher à l'écran. Voilà. L'idée, c'était de reprendre après ces 3 niveaux-là, qu'on a décomposés. Est-ce qu'on voit là ? Oui, voilà. Qu'on a décomposé par surface, alors par typologie. On va dire que ce qui est en vert, et ça, enfin, aujourd'hui, c'est une proposition, encore une fois. C'est des choses qui sont mises au débat. Sur ces 3 lieux-là, on a fait en vert la partie tiers-lieu qui serait complètement privative aux professionnels qui utilisent le lieu. D'accord ? Donc ça vous appartient, c'est des choses où le public ne rentre pas, où les personnalités extérieures ne rentrent pas, sauf s'ils y sont invités, mais voilà. En rose, plutôt la partie publique, ouverte au public, on va dire. Et donc, à cet étage-là, il y aurait donc la partie du hall et la partie d'accès qui pourrait servir éventuellement Pardon ? Agora. Agora, ouais, mais c'est pas le mot que je cherchais. Enfin, d'équivalent de cette salle. Excusez-moi, j'ai perdu le mot. Et donc la partie publique. Et en bleu, qui serait plutôt les parties, même s'il y a des choses encore à définir, mais qui seraient plutôt des parties qui seraient partagées et qui seraient accessibles, mais à un public choisi, c'est-à-dire d'autres professionnels, ce qu'on disait, du coworking, des gens, des internes, etc. Donc qui ne seraient pas forcément réservés aux personnes qui occupent en permanence le tiers-lieu. Et ce qu'on a essayé de faire, alors ça c'est pareil, c'est pour aider par rapport aux discussions qu'on peut avoir, et je pense que c'est intéressant de le savoir, c'est qu'en fait on a donné des jauges. C'est-à-dire qu'on a regardé, on s'est dit voilà, pour une place assise, il faut compter à peu près 60 par 60, un bureau avec une circulation autour, 150 par 170, une table haute. On s'est donné des gabarits comme ça, une personne debout, 2 personnes par mètre carré à peu près. Et ça nous a permis d'évaluer, ce n'est qu'une évaluation, la capacité d'accueil de chacun de ces lieux-là, en termes de nombre de personnes. Donc ça permet de se dire, ici, si on veut réunir 50 personnes, ça marche, là-haut, ça ne marchera pas, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Donc ici, vous voyez, par exemple, si on se dit que ça, c'est une forme d'agora où on peut faire une petite conférence, etc., on accueille à peu près 30 personnes. 12 plus 20 places assises, 12 places assises sur les escaliers. Et ça, c'est en considérant qu'on laisse un passage. Parce qu'il y a quand même des gens qui vont continuer d'aller au labo. Ici, vous avez 28 places assises possibles, ou version labo culinaire, 19 places assises. Ça donne des échelles de gabarit d'accueil. Sachant que ces lieux-là, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'ils aient une forme de réversibilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas avoir une seule destination et avoir une destination figée. Il y a une mobilité possible d'accueil, une transposition possible de ce qu'il va pouvoir y avoir à l'intérieur. Et justement, pour arriver à l'anticiper et pour arriver à faire des lieux qui soient capables d'avoir le bon nombre de prises, qui soient capables d'avoir un vidéo proche ou pas, d'avoir un écran, d'avoir une cuisine, d'avoir un coin café ou pas, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on peut envisager comme usage dedans, possible. Donc c'est un peu ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, quoi. Donc à travers des exemples, hein, dans un premier temps, mais donc après avec le travail qu'on mène avec André et Julia, c'est justement d'affiner clairement ça, et surtout plus que d'affiner, c'est vraiment de le dédier à ce tiers-lieu-là, à Givors, spécifiquement. C'est qu'est-ce qu'on va proposer en gros comme offre dans ces tiers-lieux-là à Givors. Et comme je vous le disais la dernière fois, c'est pas moi qui vais y être. Et moi, je vais faire en sorte que tout ce qu'on vous dessine là-dedans puisse être au service de ça, quoi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je... Voilà. André. Oui, du coup, si vous voulez. Ouais. Ce que je peux proposer là, enfin en tout cas
l'équipe MSP, mais enfin même, je pense que c'est bien qu'il y a un travail croisé pro de santé et institutionnel, enfin et mairie là-dessus. Et en fait, l'exercice, c'est mettre dans 3 silos, si vous voulez, les espaces disponibles. Et c'est très bien d'avoir justement dans chaque espace les nombres de places assises, les possibilités. Mettre dans un autre silo toutes les idées que vous avez d'activités, de choses pour vos patients. Et puis, entre les deux, savoir si vous avez besoin d'outils. C'est-à-dire, marche active. Ok, est-ce que ça va dans une des cases du tiers-lieu, dans un des lieux? Non, ça ne va pas dans cette case-là. Mais par contre, l'outil, c'est quoi? C'est l'animateur. Là, vous pensez à la cuisine. Ok, la cuisine, c'est un outil et c'est un lieu. Mais ça va peut-être pas aller en face d'une seule proposition de tiers-lieu. Parce qu'il y a les aidants, il y a les cours de cuisine pour les ETP, enfin, pour le diabète. Voilà. Et donc, il va y avoir... Il y a des convivialité entre professionnels. Voilà, il va y avoir des faisceaux croisés entre la coque, sa fonction, et ce à quoi ça répond. Mais avant de savoir, de tout emboîter entre les besoins, les fonctions, les outils et le lieu, je pense que déjà de ranger par silo tout ça, ça peut peut-être vous aider à avancer. Et c'est, je pense aussi surtout ce travail que vont faire Julia et André, qui eux vont pouvoir prendre du recul en fait en ayant les retours de chacun pour justement dire ça et ça va ensemble, ça correspond à un lieu vraiment défini pour 3 usages différents, etc. Si je peux me permettre, on va prendre un exemple simple qui va permettre de... La cuisine pour Madame qui a Alzheimer et Papy qui veut apprendre à cuisiner. Il ne faut pas forcément embaucher un chef cuistot. Là, il faut aller voir l'association France-Loire Alzheimer, leur dire « Écoutez, nous, on vous met à disposition gratuitement une cuisine. Est-ce que cette question, vous l'avez déjà rencontrée? Est-ce que vous avez des bénévoles qui seraient intéressés pour pouvoir donner des cours de cuisine ?» Et un travail... Donc là, on a une vision très fermée, sous cloche presque. Du coup, si on est sous cloche, il faut embaucher pour que les gens... Enfin, dans le terme RH. Par contre, dès que nous, on a défini un peu des usages, tranquillement, sous le mois, ça se transforme un petit peu en espace amovible quand même, mais c'est pour budgéter. On va aller voir rapidement les associations, toutes les structures autour qui vont être peut-être ultra intéressées. Oui, les dispositifs en place, c'est ça. Je disais tout à l'heure, il faut qu'on parle déjà d'existants. C'est ça. Il ne faut pas venir faire du doublon, parce que c'est horrible pour les deux. Surtout s'il y a beaucoup de tripes qui ont été mis de l'autre côté dans les assos depuis 5-6 ans. C'est pas du tout le but. Par contre, pouvoir leur dire, mais peut-être qu'on a une autre cuisine toute neuve sur laquelle vous pourriez venir faire les activités. Nous, on pourrait vous orienter du coup une patientèle ou des bénéficiaires si c'est des aidants. Ça peut être intéressant. Et du coup, en termes RH, on peut arriver facilement à des choses... Et si jamais, par exemple, on a l'idée poterie qui fait un carton plein, que tout le monde est super intéressé par un cours de poterie, parce qu'on peut faire plein de choses avec la poterie, et qu'on ne met pas d'atelier poterie parce que, je sais pas, il faut des normes particulières, et ben on peut aller voir à l'amicale laïque et externaliser des activités. MJC. Nous, on aime bien les MJC. Troisième remarque sur ce tiers-lieu de santé. Alors, on va prendre le tiers-lieu de santé rose, celui qui nous concerne. Je pense qu'on a, à mon avis, les mêmes problématiques, que ce soit population, enfin on a les mêmes populations, donc les mêmes problématiques. Et à un moment donné, effectivement, dans la méthodologie, il va bien falloir qu'on aille dans le même sens pour qu'on puisse quand même proposer des choses hyper cohérentes sur ce tiers-lieu de santé. Ça aille pas dans tous azimuts. Moi, c'est vraiment ma peur, hein. C'est ma crainte, c'est que ça aille dans tous les sens et qu'il n'y ait pas de coordination. Je me permets de donner un exemple pour donner une perspective. Pour le réseau des jardins de santé qu'on anime, on est en train de créer une pépinière qui va alimenter en pleine graines semi-théropaille tout ce qu'il faut pour faire les jardins qu'on envoie gratuitement dans tous les jardins de la Loire de santé, la dizaine pour l'instant. Mais il y a quand même des établissements de santé en plein Saint-Étienne qui n'ont pas de jardin, ils n'ont pas d'espace et les soignants ont envie de jardiner avec les patients quand même. Et du coup, on leur propose de venir jardiner dans la pépinière, ce qui est plutôt fort de sens, parce que si vous jardinez dans la pépinière, c'est pour aider 10 autres infrastructures, donc il y a du sens derrière. Maintenant, ça veut dire qu'on va avoir plein d'établissements différents, plein pour l'instant c'est 4, hein,
ça commence à faire un peu quand même. Plusieurs établissements différents qui vont venir, donc il y a un calendrier à mettre en place avec des réservations de créneaux du jardin. Et eux, ils viennent de manière autonome. Nous, on est là, le coordinateur, et ce sera le même pour le tiers-lieu. Le coordinateur est là pour faire le lien entre chaque atelier. Ranger les affaires, si c'est pas rangé. Regarder si la réservation elle est bien faite. Faire patienter un petit peu, si jamais la personne n'est pas encore... le référent est arrivé. C'est de la coordination entre ateliers. L'animateur, ça va être ça le gros de son rôle. Il pourra peut-être faire 1 ou 2 animations sur l'ensemble du tiers-lieu, mais il ne faut pas qu'il fasse ça. Il va surtout faire les liens entre chaque atelier. La coordination, gestion de planning, mail, ranger, réaménager si jamais, pour les malentendants, il faut sortir le meuble de droite, et pour les non-voyants, les malvoyants, il faut sortir le meuble de gauche. Et ben, entre 2 ateliers, il sait qu'il doit ranger celui-ci, ouvrir celui-ci, et pouf, l'espace, il est prêt. Ça, c'est un animateur qui doit être à temps plein sur le tiers-lieu. Mais on l'aura pas pour l'instant, mais on en a parlé. Donc en fait, ça c'est le préalable. C'est ça. Marc n'est pas là, mais je veux dire, c'est le préalable qu'on a posé dès le départ. Un tiers-lieu ne peut pas fonctionner sans ça. C'est impossible. Oui, mais ça c'est un préalable, on est d'accord. Mais c'est un préalable pour l'instant qui est engagé. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un animateur. C'est ça, c'est ce qu'a dit Dalila tout à l'heure en début de séance. On en a parlé la dernière fois. Et du coup, ils ont bien compris ce point-là, ce point d'ordre en fait, qu'on va pouvoir avoir tous les meilleurs ateliers du monde. S'il n'y a pas quelqu'un pour faire la coordonne, tout ça. C'est sûr. Et après, mais c'est une vraie question. Hein. Ah oui, clairement. Il faut une vérité. C'est la question obligatoire. Enfin, c'est systématique, quoi. Il y a déjà la réponse du coup. L'animateur, le problème, on va le régler. Je veux dire, si on n'est pas capable de financer un poste comme ça dans le cadre de la politique de la ville et divers avec la MSP, change de métier, quoi. C'est-à-dire, non mais voilà, je veux dire, c'est évident qu'il y a des moyens à trouver. Moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Il y a des attentes. Le vice-président Blanchard, c'est des malades. Il nous attend, il nous dit, mais faites-moi des propositions, je mettrai des moyens. On est novateur, pas innovant, novateur. On trouvera les moyens, moi je ne suis pas inquiet. Mais par contre, il faut qu'on soit capable, nous, sur le terrain, de dire, ben voilà ce qu'on veut faire. Hein. Moi, je ne suis pas inquiet du fonctionnement et j'attire l'attention. Tiffany Pantomé, la MSP ne financera pas le tiers-lieu. Hein, on est d'accord. On va trouver un autre modèle, parce que c'est le rôle, je suis désolé, de la Caisse de prévention maladie, de la CAF, de la métropole et de la ville, de financer ça. C'est rien de financer un poste à l'échelle de 20 000 habitants. Si la politique de la ville n'est pas capable de mettre des moyens sur un animateur et sur un accompagnement de type d'Anna Ecker, sur là, ben moi j'ai dit je change de métier parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est notre fondement même on veut vous faire un cadre physique, mais nous ce qui nous intéresse c'est le cadre immatériel. On a les moyens de le faire. Ne vous inquiétez pas, c'est notre boulot. Après, c'est notre job. Il y a Stéphane qui est là aussi, ça sera son job d'aller chercher des financements en investissement en fonctionnement. Soyez pas inquiets. Alimentons les choses. On nous attend au tournant en disant ouais, vous êtes l'ambition audacieuse, et ben attendons, voyons concrètement. Là, il faut qu'on mette des ingrédients dedans. Et on les a. On voit que le trilogue a parlé à certains d'entre vous. Et après, il faut qu'on fasse les ateliers cuisine, etc. Il faut qu'on le nourrisse. Les gens sont en attente d'un nouveau modèle. On a les moyens de le créer ensemble. Bordel, mettons-nous en là. Et puis, si Aurélie, vous avez plein d'idées, mais moi, c'est pas un problème. Le plein d'idées, je sais gérer. Le manque d'idées, il faut aussi que je sache gérer. Donc, il faut que je pousse. Moi, si vous avez plein d'idées, nous, on ira plus vite, c'est tout. Hein. On a la chance d'avoir une équipe de maîtrise qui est en capacité de répondre. Et c'est assez unique. On a Tiffany, l'éco-santé, qui est capable de répondre. On a maintenant Dana Ecker. Franchement, là, on peut pas faire mieux. On a la Caisse des dépôts qui nous accompagne. Le président Blanchard, il attend que l'on parle, qu'on lui propose ce projet. Donnez vos idées. Et Yann, il est là, il est magicien, il vous les transforme en espace. C'est ce que je disais tout à l'heure à l'équipe MSP, c'est de dire ne bloquez pas sur le fait de savoir si c'est possible ou pas. Lâchez-vous et après ça va se construire. C'est ce que je disais la semaine dernière, hein, c'est la lettre au Père Noël. Voilà. C'est vraiment écrivez la lettre au Père Noël, quoi, tout ce que vous voudriez. Et puis après on verra effectivement comment on met en œuvre. Mais si on part du principe, si on se bloque, si on se freine tout de suite, en fait on est dans des automatismes forcément, notamment vis-à-vis de la santé en plus. Et c'est bien l'intérêt aujourd'hui d'arriver avec cette présentation-là, à montrer comment on peut arriver à trouver un peu les moyens de faire des pas de côté concrètement.
C'était un peu ça l'idée, quoi. C'est-à-dire que c'est concret. Là, ce dont vous ont parlé André et Julia, c'est concret, ça se met en œuvre, ça ouvre dans les schémas, ils sont concrets. Non mais voilà, on est sur un lieu concret, on n'est pas en train de parler de concept. Et l'idée, et tout le monde en œuvre à ça, l'idée c'est d'arriver à tout faire pour que ça puisse être mis en œuvre. En fait, ce qui est difficile, que ce soit pour l'équipe de la mairie comme pour les pros de santé, c'est que ça les force à penser à l'envers. C'est-à-dire que d'habitude, j'imagine, dans votre boulot, vous vous dites je vais faire ça, mais avant de savoir si je peux le faire, je vais voir si j'ai toutes les conditions réunies, tous les tenants, les aboutissants pour le faire. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire ok, on veut faire ça, on va aller chercher les conditions qui vont peut-être entraîner des compromis pour pouvoir le réaliser. Alors en fait non, vous vous trompez, c'est beaucoup plus tard à faire ça. C'est-à-dire que des projets, alors pas dans cet ordre-là, mais moi comme tous mes collègues, on en a monté, on en monte, et on a des désillusions arrivées à la fin où on a travaillé pendant des heures où rien ne se passe. Voilà. Alors, la question, Aurélie, c'est est-ce que tu crois au Père Noël ou pas? Moi, je vais être simple. Il n'y croit plus, du coup. Tu prends ton esprit de 5 ans, et le Père Noël, c'est la sagime. Non mais ça marche le Père Noël. Quand on a 5 ou 6 ans, le Père Noël, ça marche la magie. Il y a jusqu'à ce que quelqu'un dise il n'existe pas le Père Noël. Aujourd'hui, le Père Noël, il existe. Donc, voilà, c'est cette idée-là, et on va le transformer. Moi, je me suis rendu compte dans tous les projets, si on dit c'est pas faisable, on le fait pas. Si on dit c'est peut-être faisable, eh ben, on arrive à faire des miracles. Et là, on va y arriver. C'est-à-dire, abondez-nous, et puis on verra ce qu'on ne sait pas faire. Mais vous serez étonnés de ce qu'on peut faire ensemble si on y croit, ensemble. C'est un problème de croyance, c'est un problème de motivation, d'enthousiasme, élan. Hein. Enthousiasme, le L c'est lucidité, A c'est action, et N c'est novation. Pensons pas, n'ayant pas une pensée limitative, dire c'est pas possible. Si c'est possible aujourd'hui, le Père Noël il existe. Voilà. Et ben une fois, voilà, et après on a ses cadeaux au Père Noël. Et on est émerveillé avec ses yeux d'enfant. Prenons nos yeux d'enfant et on fera quelque chose de vraiment exceptionnel. On a les moyens de le faire. Déjà, le projet, ça aurait pu être un ascenseur à un coup de peinture. Mais dans 9 cas sur 10, c'était ça. On vous propose autre chose. Et pour dire, je suis Pardéguian, dit, nous, l'organisation de la MSP, ça nous convient déjà. C'était un pari fou déjà de réaliser la MSP. Mais on va faire plus dans le tiers-lieu, et vous verrez, après, vous direz, mais c'est un lieu magique, parce qu'il va se passer des choses. Donc, aidez-nous à l'alimenter, ne vous limitez pas, c'est notre problème. Le financement en fonctionnement, en investissement, c'est notre problème, c'est notre métier. D'accord ? Et c'est le métier d'Émilie, Thierry et Yann de transformer vos idées, vos scénarios en spatialité, excusez-moi d'employer ce terme. Et vous avez André maintenant et Julia qui sont capables, qui sont des magiciens, qui vont vous transformer vos idées en usage et en autre. Profitons-en et on a cette opportunité de le faire. Voilà ce que j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien cette image à chaque fois de Kennedy qui a dit, je ne sais plus, au directeur de la NASA, qui lui dit mais qu'est-ce que ça va nous prendre pour aller sur la Lune? Et l'autre lui a répondu ça va nous prendre la volonté de vouloir y arriver. Quoi. Et c'est pas une question matérielle au départ, c'est pas une question, c'est où est-ce qu'on veut aller. Après, on va voir comment on fait pour y aller. Mais à un moment donné, on va quand même marcher sur la Lune. Bon, si je peux me permettre, pour être aussi compléter. Tu peux prendre le micro, André, pour que... Si je peux me permettre pour compléter à quel point c'est réalisable. 2 choses. Nous, on est une petite association. Hein. On est une équipe de 10, on est 3, bientôt 4 salariés. Petite structure, on a pu monter ça, avec tous les financements bouclés. On n'est pas en perspective avec 1 an et demi de financement, de fonctionnement bouclé. Je pense que là, pour la même chose, il ne devrait pas y avoir de souci niveau argent. Et en plus, vous êtes en QPV. Et voilà, ça va aller plus vite. Et nous, on est à Saint-Thé. Voilà. Et on n'est pas en QPV en plus. Et de 2, pourquoi ça a marché pour nous? C'est une question de timing. La question des tiers-lieux, c'est en plein boom. La question des aidants, c'est en plein boom. La question des... Voilà, les quartiers prioritaires de la ville, c'est en plein boom. Les MSP aussi. Oui, aussi. Question santé, tout le monde est d'accord pour s'en occuper maintenant. Il y a de ça 2 ans, c'était un peu moins quand même. Mais là, maintenant, tout le monde est d'accord pour s'en occuper. Si en plus on rajoute des arguments attractivité des professionnels de santé sur le territoire,
Prévention santé. On coche à toutes les cases. Toutes les cases sont... Là, c'est sûr que l'affaire, elle tourne. C'est obligé. C'est obligé. Et vraiment... Le vice-président à la santé attend notre projet. Le préfet de région attend notre projet. Moi, je me fais aucun souci pour la structuration. Là, mais c'est bien de crever un peu tous ces abcès, toutes ces craintes. Il faut surtout les exprimer, surtout pas ne pas les exprimer. Et après, honnêtement, enfin, je vois pas comment ça peut pas marcher, quoi. Après, c'est juste les usages à l'intérieur. Il faut juste que tout le monde se mette d'accord sur oui, une cuisine, ça me plaît. Ou si jamais il y en a qui mettent des vétos au milieu, ben après, ça, il faut que tout le monde en discute ensemble, quoi. Mais c'est surtout plutôt le modèle de gouvernance, entre guillemets, et les choix collectifs qui sont... C'est excessivement long, hein. Nous, on a mis 1 an et demi à aboutir à une idée de projet autour de la table. Mais là, hein, parce qu'en parallèle, on cherchait les financements et on faisait toute la logistique derrière. Là, ça va aller, ça peut aller plus vite. Et l'objectif, c'est de ne pas avoir tout bouclé avec la couleur de la tapisserie pour dans 1 mois. L'objectif, c'est juste de matérialiser un peu des lieux. Là, ok, une cuisine, on va pas peaufiner est-ce qu'on met une plaque à gaz ou une plaque à induction, machin. Et la couleur des murs, c'est pas le jeu. Là, c'est juste voir, en gros, on veut une agora ici, on veut une cuisine ici. Bon, la piscine, je pense, c'est pas possible. on veut le terrain. Le jardin, par exemple. Le jardin, voilà, on peut réfléchir à des endroits comme ça. Un espace numérique aussi, un site internet, j'entends, bien bouclé, qui permet de faire des programmations pour des structures partenaires. Par exemple, je suis Ligue contre le cancer, je veux réserver votre cuisine, qu'elle puisse le faire en ligne. Peut-être un espace pour les aidants. Nous, on avait aussi réfléchi à un espace qui était important, peut-être tout autant pour Givors que pour Saint-Etienne, un espace interculturalité. Voilà, parce qu'on a bien travaillé avec des médecins belges à Molenbeek, tristement connus. Et en fait, ils ont une population de tellement de langues qu'ils n'arrivent pas à gérer et ça pose plein de problèmes de santé, quoi. Et ils nous ont bien sensibilisés à la question. Peut-être qu'un pôle interculturalité santé, ça peut être top. Avec des permanences associatives, ça peut être bien. L'assaut, je sais pas, sur Givors, en termes d'écosystème associatif, mais à Saint-Etienne, nous, on va bientôt mobiliser l'association des Algériens de Saint-Etienne, l'association des Maliens de Saint-Etienne, l'association des Albanais de Saint-Etienne, pour pouvoir travailler sur les questions d'interculturalité et pouvoir faire que quand il y a des soignants qui sont vraiment en difficulté, un petit coup de fil et qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre de l'autre côté rapidement, quoi. Donc il y a des choses à faire comme ça. À nos praticiens, on est en train de faire un saut là, on va vous aider à le faire, mais est-ce qu'on peut passer le micro réaction comme ça à chacune d'entre vous sur comment on passe à l'étape supérieure, comment vous sentez? Est-ce que vous êtes plutôt en sécurité? Est-ce que vous êtes plutôt confiante? Ou quelles sont vos interrogations? On fait tourner le... Les trois, vous êtes trois, vous allez vous exprimer toutes les trois. Hein. Je vais parler en premier alors. Allez. Non, moi je suis très contente. Non, je trouve que c'est une belle perspective pour faire mon métier en tout cas, et puis d'approfondir en tout cas, d'aller au bout des choses, quoi. S'il y a tous ces ateliers de fait, ça peut être très motivant. Moi j'avais un petit aparté, parce que les apartés sont toujours le plus important, c'est de dire je suis en train de chercher quelqu'un pour m'accompagner, etc., un nouveau professionnel pour le motiver, mais donnez-lui le lien pour cet atelier-là. Ça peut motiver des gens à venir, il nous manque la sage-femme, le kiné, etc. Avec ça, moi je suis persuadé qu'on attire les jeunes professionnels. Ou ça peut nous aider à ne pas partir, justement. Comment ? Ça peut surtout nous aider à ne pas partir. Ne pas partir, mais c'est les deux. Allez, vous êtes trois. Céline, on a besoin de votre activité pour avancer. Non, moi je suis plutôt confiante. Après, je pense réellement qu'il faut qu'on se mette en tête qu'il faut qu'on bosse entre les réunions. Enfin, il n'y a pas le choix. C'est comme à l'école. Hein, il faut y aller, quoi. Parce que sinon, on va continuer à blablater. Enfin, pas blablater, mais on a besoin de concret, vous le dites, et on a tous besoin de concrétiser, mais il faut qu'on parte de nos idées, et je suis tout à fait d'accord. Donc,
faut y aller, quoi, les gars. Sachant que Céline, c'est bien, vous avez été une des rares à proposer un scénario. Alors c'est le scénario Bègue, il y en a peut-être d'autres versions. Ah oui, mais je peux vous en proposer d'autres, il n'y a pas de souci. Hein, mais... Ouais, je suis plutôt d'accord avec Céline. Moi aussi, j'ai travaillé sur les... sur bien lettre au Père Noël. Du coup, parce que... Et oui, non, il y a plein de choses qu'on peut faire, quoi, qu'on peut imaginer. Donc, On est sur papier maintenant. Alors, la question, c'est qu'on va passer du divan, hein, à vous écouter, à la concrétisation, quoi. Et donc là, c'est vrai qu'on va vous faire des propositions, puis vous les accepterez ou pas. Mais je pense que vous aurez une richesse de propositions. Mais néanmoins, comme disait André ou Julien, on ne peut pas tout embrasser, quoi. Hein. Il y a la priorité, mais gardons de l'évolutivité, de la modularité, et on l'aura. Tiffany, avec ton regard extérieur, surtout que tu mènes plusieurs MSP, situe-nous d'ailleurs le niveau d'ambition de notre MSP par rapport à beaucoup d'autres. Simplement pour... Non mais c'est pas le truc taquin, mais... Alors, du coup, il va falloir que je sorte du bois. En fait, avec mon associé, ça fait un moment qu'on a dans les tiroirs un projet exactement comme celui-ci. C'est-à-dire qu'on a écrit très vite notre scénario, voilà, notre scénario de structure de santé idéale. Et pour nous, c'est un lieu où on fait de la santé hors les murs. Et on en avait parlé très tôt ensemble, et c'est pour ça que j'étais hyper enthousiaste de travailler sur ce projet-là, parce qu'effectivement, pour nous, demain, la maison de santé idéale, c'est celle avec la MSP, pluripro, c'est celle avec le tiers-lieu de santé, mais un tiers-lieu de santé plurilis, c'est-à-dire, oui, en lien avec les patients, oui, en lien avec les soignants, mais aussi avec les étudiants, aussi avec les chercheurs, également avec les entrepreneurs de santé. Donc du coup, avec le troisième pilier qui est le Startup Studio en innovation en santé. Donc c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire à Saint-Étienne, et je suis hyper contente de les rencontrer. J'avais déjà entendu parler d'eux il y a quelques semaines. Donc le Père Noël, il a réalisé tes vœux. Voilà, et du coup, ils ont assez bien, énormément travaillé pour qu'on se dise que l'idée qu'on s'en fait, on l'a pas eu non plus tout seul dans nos têtes, et que c'est vraiment quelque chose qui est émergent aujourd'hui. Et quand Marc dit ça, c'est pas du tout pour ramener les choses à soi, à la SAGIV ou à Givor, mais c'est qu'effectivement, demain, l'Open Care Lab, demain la MSP de Givor, demain, si on réunit tout ça et qu'on le met aussi ensemble à Lyon, c'est vraiment, je pense, la santé de demain, et qui deviendra bien plus naturelle pour tous les acteurs, en fait. C'est-à-dire regrouper les initiatives, les disciplines, pour désiloter, si je puis dire, c'est pas très français, mais, le système. Ouais. Et c'est un lieu pour vous garder, et c'est un lieu aussi pour attirer d'autres professionnels. Exactement. Et je m'excuse, du coup, j'ai un peu disrupté la réunion d'aujourd'hui, mais je pense que c'était nécessaire de vraiment tout regrouper, parce que déjà, si vous aviez été dans l'autre salle, vous n'auriez pas eu la présentation de Julia et André. Elle aurait eu lieu, mais... Oui, mais du coup, ça aurait doublé. Donc, effectivement, il n'y a pas eu d'atelier du coup concret, mais je pense que c'était vraiment important de faire maillage entre les différents acteurs, entre la mairie et puis l'équipe de soins. Et je pense que moi j'ai la sensation que vraiment aujourd'hui, il y a eu pour l'ensemble du groupe des déclics de dire ah oui, ok, je comprends mieux, comme il y a déjà ce retour d'expérience là, que c'est possible, j'arrive à le matérialiser, je comprends les enjeux d'avoir besoin de définir un programme pour l'intégrer dans un programme d'aménagement. Et je pense qu'on a vraiment aujourd'hui, si on a l'impression qu'on a fait beaucoup d'idéation, mis un point d'appui pour très facilement dérouler quelque chose de concret derrière.